Bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec des lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over. Salut tout le monde et bienvenue à Game Over, le podcast de baseball. Triple animé ce soir, on pourrait dire ça. Évidemment, c'est Maxime Martin avec mon chum Éric Gagné, mais un de mes bons vieux chums. Oui. Ça se dit de même bon vieux chum à notre âge depuis le temps qu'on se connaît. Ça fait quoi, 30 ans qu'on se connaît? À plus que 91. 91. Ça fait 32 ans qu'on se connaît. 32 ans qu'on se connaît. Un petit peu même avant, un petit peu à cause des auditions, entre autres. Exact. Exact. Donc, Ouais, moi, je t'ai battu aux auditions nationales juste pour rire. Ouais. Puis après ça, t'as passé le restant de ta carrière à me crisser des volets. C'est ça. C'est ça, je l'avais retenu. Je t'ai donné une chance au début, tu l'as pas pris. Non, exact. M'a dit, ciao le grand. Essaie de me rattraper. On a fait l'école nationale. Non, l'école nationale ensemble. Exactement. Oui. On a les comiques debout, on a voyagé, on a fait des tournées. Pas exact, on est. On n'a jamais couché dans le même lit. Ça, je te le dis, là. En fait, il faut que je te raconte ça, Eric. C'est vraiment drôle parce qu'on faisait des shows régulièrement à Sherbrooke au Rolling Stone. Il y a eu 2 noms, je pense. Ouais. Et les trois, on commençait à faire. Ouais. Puis on commençait à peine à faire de l'argent. Marion en faisait un peu plus parce que c'était quand même un peu de tournage, mais il était assez brother et blood pour coucher dans la même chambre que nous autres. Mais puis on prenait un coup tout le monde à cette époque-là. Fait que t'avais 2 lits doubles. Fait qu'on tirait au sort. Il y en a un qui avait le lit. Oui. Et les 2 autres, il y en a un qui avait un matelas à terre. Puis l'autre, c'est le sommier. C'était le sommier. Le perdant avait le sommier. Fait que, tu sais, arrêtez pas de chialer avec comment c'est tough d'un mineur pis les joueurs de hockey, les joueurs de baseball, OK? On est plus en humour, on couche sur des sommieux, man. As-tu couché sur un sommier, toi? J'ai couché sur... j'ai couché sur bien des affaires que tu peux même pas en parler parce que j'ai parlé... Hey, disons, on couchait ces petites affaires, tu sais, les lits d'armée qui sont ça large, là. On avait ça au camp d'entraînement, puis on était 30 personnes dans un locker room. Fait que dans le fond, ta chambre, c'était un locker room. 30 joueurs la première année des Dodgers, puis on avait un locker, c'était pour l'année au complet quasiment, là. On arrivait là pendant 2 mois, puis c'était vraiment incroyable avec les Dominicains, les Mexicains, les Canadiens, les Québécois. T'as séparé Canadiens et Québécois, ça ferait remarquer, je te dis ça de même, je sais pas si c'était on parle en français, ils vont être contents, le monde, là? Parce qu'on se fait critiquer parce qu'on le fait en anglais aussi. Ouais, exact. Les gens étaient fâchés qu'on parle en anglais à Larry Walker. Exact. Donc, mais regarde, vive les réseaux sociaux et tout ça, mais... On s'excuse, mais on est bilingue. Écoute, on est fiers de ça. Mais on est surtout ici, présentement, 3 méga fans de baseball. Évidemment, un qui a joué. Devinez lequel. On vous donne 2 secondes pour deviner. Et puis c'est drôle parce que je pense que ta passion pour le baseball, on l'a découvert... En fait, j'ai découvert qu'on avait ça en commun un peu plus sur le tard, parce que même à l'école, à l'époque... On s'en parlait de ça à l'école? Oui, on s'en parlait. T'avais ta fameuse casquette des Yankees achetée, que tu disais que c'était des game use, là. Ouais. J'avais fait à croire à quelqu'un. Ouais. C'était à moi. À toi en français? Attends. À toi en français, puis en anglais, parce que j'avais fait une gageure avec un gars, puis je pense qu'on jouait au dard ou au billard. Une affaire de bar et de bière. Ouais. Et j'avais perdu, et il fallait... Comment il s'appelait? Kevin... Quelque chose Hart. En tout cas, il est devenu auteur pour Conan O'Brien. On l'a jamais vraiment vu. Kevin Hart, Non, mais pas Kevin Hart. C'est pas Kevin, mais... Non, c'est pas lui, mais un autre. Et j'ai perdu, fait qu'il dit « Je veux ta casquette ». Puis j'avais fait croire que c'était Steve Sachs, le deuxième but. Tu t'en souviens de Steve Sachs? Le Yips. Oui, le Hips. À la fin, t'en souviens-tu? T'as plus capable de lancer au premier but. Il a lancé dans les estrades. J'avais fait croire que Steve Sachs m'avait donné sa casquette. Puis, il a jamais été capable de la prendre. Il disait, je peux pas te faire ça. OK, non, c'est correct, garde. Mais c'était une casquette des Yankees achetée. Ouais, puis toi, je t'avais fait croire la même affaire. J'avais dit Steve Sachs, j'avais changé de joueur. D'un joueur, là, je sais pas trop, là, mais... Puis, bon, moi, je l'avais cru. Je suis bien naïf, moi, Puis, mais tu jouais au fantasy baseball. Encore? La même ligue. Ça fait 33 ans que je suis dans la même ligue avec des gars que j'ai jamais rencontrés, mais à qui je parle au téléphone. Je savais pas que ça se faisait au baseball, moi. Ça fait que je t'ai vu jouer à ça. Fait que c'est là notre passion, je pense, qui a commencé. Puis là, vous êtes déjà rencontrés tous les deux. Oui. Je vous ai interrompu avant qu'on commence parce que je voulais garder le punch ici. J'espère qu'il y a un punch parce que j'ai interrompu une histoire. Non? Pas un gros punch. On a-tu temps de brainstormer un? On a-tu temps de brainstormer un peu? C'est Eric qui s'en rappelle pas, mais on s'est rencontrés, Eric. C'est le punch, je pense. Tu venais de gagner le Cy Young et tu avais passé à l'émission de Christiane, tu sais, qui est habillée toujours en noir à radio, là. Christiane Charette. Christiane Charette. Dans un bar à Montréal. À Rosemont, si je ne me trompe pas. C'est ça. Oui, c'est vrai. Ce qui est fou, c'est le gars qui travaille pour moi à B45. Je suis propriétaire de B45, des bâtons de baseball. Oui. Kevin Young.
C'est la première fois que je l'ai rencontré, genre, il avait 10-11 ans, c'est justement là, il attendait à l'extérieur du port. Ah oui? Pour vrai? Hein? Ça, c'est full circle, ben ouais. Ah ouais? On est petits. Kev m'a jamais raconté ça. Et Christiane ne comprenait pas c'était quoi vraiment. Je ne sais pas si tu te rappelles. Elle était comme, mais qu'est-ce qu'il y a? C'est quoi le Cy Young? Et j'y avais dit, c'est comme si un Québécois avait été nommé pape. Elle dit, non, c'est cette grosseur-là. Ben, sérieusement, oui. La comparaison, là, à ce moment-là, au baseball, parce que, après Claude Raymond, il n'y a pas eu de grosses stars québécoises, je pense. Là, non, canadienne, il y en a eu, mais pas québécoise. J'essaie de penser à un. Non, il y a toi et Russell qui sont arrivés en même temps. Ouais. Québécois, il y a Derek Aucoin qui a une belle carrière, mais il n'a pas été une star. Il y a eu Russell, il y a moi, Russell, puis là, on espère qu'on va être Taureau, les gars comme Leblanc, puis là, on a Julien qui est là. Il y en a. J'ai eu souvent expliqué c'était quoi le Cy Young. C'est qui ici? C'est qui ici? Cy. Vraiment. Il a été là cette année, il m'a envoyé des photos. Parce que c'est quoi? C'est la première fois que tu y allais depuis que tu avais gagné le trophée, c'est ça? Oui, c'est la première fois que. Qu'est-ce qu'ils font qui arrive? Là, c'est que Cy Young était né, je pense, en Ohio. Juste à l'extérieur de l'Ohio, un petit village de genre de 2-3 000 personnes. Il est né là. Fait que j'étais allé là cette année. J'ai rencontré tout le village au complet. Ça a pris 5-10 minutes. Là. Mais j'étais à sa tombe. J'ai été où il était né, où il travaillait. Tu sais, c'est vraiment impressionnant parce que tu ne te rends pas compte exactement dans le temps, eux autres, qu'est-ce qu'il fait. Il a gagné 550 victoires. Puis c'est vraiment impressionnant. Puis j'étais là. C'est la première fois depuis que j'ai gagné le Cy Young que j'ai réalisé comment spécial c'était le Cy Young. Cette année, j'étais là. Puis pour mon 20e anniversaire du Cy Young, ça fait longtemps. 20 ans. 20 ans? Ouais. C'est épouvantable comment. Non, regarde, on a l'air de trois bonhommes en disant non, mais c'est fou, là. C'est fou, les jeunes, profitez-en, ça passe tellement vite, là. OK, bonsoir tout le monde. On finit là-dessus. Ça endort, là. Exact. On va aller faire une petite sieste, on va continuer le podcast dans pas long après. Mais, et les trois, on arrive de voyage quand même aussi assez intéressant. Toi, évidemment, Eric, on en a parlé tantôt en anglais, mais Eric était à Burning Man. Tu connais ça, Burning Man? Oui, oui. Oui. Il m'appelait tous les jours. Ben, pas tous les jours, mais parce qu'il était supposé de revenir. On service, mais on avait Starlink, fait que c'était pas on n'est pas si détaché que ça, mais c'était le fun. C'est quelque chose de spécial parce que on arrivait là, puis moi, veux pas un gars de camping. J'étais vraiment aucunement aucun. Camping. Si t'avais vu le VR et comment il était organisé, on n'a pas la même définition. J'imagine. Le camping Four Seasons, maintenant. Étais-tu pogné dans la boîte? As-tu été pogné dans la boîte? Oui, on est pogné pendant 48 heures. On est chanceux parce qu'il y a du monde qui était dans les tentes. Tu imagines, il y avait 2-3 pieds. Il y avait 1,5 pied de boîte. Quand tu marchais, vraiment, c'était du ciment. Là. Fait que c'était vraiment beau, c'était le fun, mais on a des belles photos. Je vais envoyer des photos. C'est vraiment beau, là, mais tu travailles fort. C'est pas une vacance. Tu arrives de là, tu as besoin d'une vacance, tu as besoin d'aller dans un spot, le lavabo complet parce qu'il n'y a pas de douche. Mais c'est vraiment beau. C'est comme une communauté. Tout le monde s'entraide. C'est vraiment beau. Il y a beaucoup d'art, il y a beaucoup de musique. Puis c'est quelque chose de spécial. Le monde qui arrive là, tu peux pas juste arriver là, je suis en vacances parce que le monde va te regarder tout croche. Il y a 80 000 personnes dans le désert. Il y a une quête spirituelle. Oui, c'est ça. Faut que tu embarques dans le trip de tout le monde. Oui, c'est beau. Qu'est-ce qu'ils font, les infrastructures qu'il y a là, c'est vraiment incroyable. Il y a un gros temple. Moi, mes parents sont décédés, fait que je suis allé là. Puis tout le monde, c'est vraiment l'énergie qu'il y a là-dedans, c'est vraiment incroyable. J'ai pleuré quasiment pendant 2 heures dans le temple. C'est tout le monde. C'est vraiment incroyable. C'est vraiment une belle expérience. Puis j'y étais l'année passée. L'année passée, c'était vraiment dur. Il y a eu beaucoup des tempêtes de sable qui étaient vraiment difficiles pendant 48 heures. Cette année, c'était le contraire. On a eu de l'eau, qu'il n'y a jamais eu de l'eau. La dernière fois qu'il a mouillé là, c'est en 2017 pendant 10 minutes. Puis cette année, il a mouillé pendant quasiment une journée et demie. Fait que c'était un challenge, c'était dur, mais on arrive de là. Mettons qu'on savoure notre bain, on savoure notre lit, on savoure tous les petits détails, toutes les petites choses dans la vie. Fait que c'était vraiment un beau voyage. Puis on a fait des nouveaux amis que Max, c'est ça qu'il fait. Lui, il fait tout le temps des nouveaux amis avec son van life. J'ai essayé de faire un peu le lifestyle à Max. T'es en train de rire de moi parce que faut que je te raconte. Ah oui, je vais partager ça avec toi. Tu vas te reconnaître. Veux-tu parler de ton voyage avant parce que je trouvais ça fun? Non, parce que on s'est parlé cet été. À un moment donné, je sais pas si je t'ai texté, t'étais. Et c'est pas la première fois. Et à chaque fois que tu y vas, tu me rappelles que c'est vraiment ridicule que j'ai pas encore mis les pieds là. Cooperstown. À Cooperstown, oui. Moi, ça doit faire une dizaine de fois que j'y vais. Et moi, cet été, j'ai fait 2 voyages. Là, j'arrive de vacances avec ma blonde. On est allé tout le Cap-Breton et tout ça. Puis on a marché dans un parc. Je sais, les photos, c'est hallucinant. C'est hallucinant. C'est vraiment très, très beau. Et en milieu d'été, moi, j'ai un trip. Je pars tout seul et je m'en vais à Brimfield, au Massachusetts. Et il y a un immense marché aux puces.
Écoute, c'est gros. Là. La ville n'est pas si grosse que ça, mais toute la ville est marché aux puces. Ah, ouais. Il y a des tentes, des tables partout. Ils vendent de n'importe quoi. Donc, moi, je suis un collectionneur. Fait que là, je ramasse des gars grosses. Relié au sport ou relié à n'importe quoi? N'importe quoi. N'importe quoi. Écoute, collectionneur, je savais même pas ça. Ouais. Un collectionneur ou un order? Un gars qui ramasse juste n'importe quoi, des bons deals? Non, je suis pas dans les bons Pas genre, deals. on rouvre C'est la les porte coups du de cœur. garage, puis ça tombe, là. Et OK, borderline. OK. moi, je suis dans le coke, je suis dans le Tintin depuis longtemps. Ça, je me souviens de ça. Ça, j'ai une grosse collection de Tintin. T'avais pas acheté la grosse fumée, la fusée géante, d'ailleurs? Ouais, j'ai... en tout cas, le Tintin, j'en ai beaucoup. Après ça, je suis dans le sport, oui. Surtout les expos. Parce que je commence à faire des expos, des trucs, des expos. Encore aujourd'hui? Dans le Coca-Cola, dans... qu'est-ce que j'ai en plus? En tout cas, j'ai 3 ou 4 affaires. T'sais. Mais si je vais par coup de cœur, des belles affaires qui m'allument, tout historique et tout ça. Tu pars tout seul pour... Je pars tout seul. OK. Je pars tout seul. Tu vas te voir de la balle aussi ou juste oui, le marché au plus? quand je peux. Là, il n'y en avait pas dans le coin, Colin. Non? Toutes les games que je voyais, il n'y en avait pas. Et je fais toujours un petit arrêt. Je m'en vais à Cooperstown. Une journée ou deux, je couche là. Le temps de faire le tour du musée, puis de voir la ville, puis de bretter dans les boutiques, puis de manger des hot dogs de baseball. Tu sais, c'est l'esprit baseball à Cooperstown partout. Tu veux t'acheter un paquet de gomme, le dépanneur et baseball. Tout est... Fait que c'est le fun d'aller là. T'es-tu retourné, toi, depuis que l'intronisation? Moi, j'ai jamais été. J'ai jamais été à Cooperstown. Non. Non, mais attends, mais j'ai l'intronisation, mais je veux dire, quand tu gagnes le Cy Young, il t'envoie pas non plus juste faire une espèce de détour. Non, c'est juste le Baseball Writer Association que tu vas, puis les joueurs dans ton peer, que tu as un party à New York, mais tu vas pas à Cooperstown, non. T'as jamais été? Mais là, j'ai promis à mon gars qui a 15 ans, il vient d'avoir 15 ans, Marley, j'ai promis de l'amener, puis l'année prochaine, on en a parlé, Max, on va faire un petit voyage, je pense qu'on va y aller voir, parce que je pense que j'ai mes souliers, ma casquette, j'ai une coupe d'affaires dans le coupe. Oui, j'espère que t'as une coupe d'affaires. Oui. Il faudrait peut-être que j'apprenne aussi l'histoire du baseball, vu que je suis un joueur de baseball, ça ferait... En fait, ça va être ça, mais sais-tu quoi, tu viens d'ouvrir une porte. Là. On finit notre première saison, mais l'année prochaine, ça va toujours finir par un quiz. Fait que je sais pas. Un show de baseball et... je vais appeler ça « Connais-tu ton Éric Gagné? » Ça va juste des questions sur toi. Bon, si t'en souviens ou pas, mais... Ben, beau voyage, les boys. Ben oui. Moi, je raconte ça encore l'affaire. J'ai raconté en anglais en me disant personne ne va en entendre parler, mais je raconte l'affaire du chien aussi en même temps, rendu là. Moi, je voyage évidemment avec Aura, mon chien d'assistance, et j'étais à Portland, 2A des Red Sox. Oui. Qui ont reproduit le Green Monster, d'ailleurs, c'est super. Ah, ouais. Ah, okay. ouais. Puis on était assis comme genre dernier siège de la première section. Et fouille-moi pourquoi, je lâche la laisse 2 secondes, ce que je fais rarement, et là, il y a un coup sûr en même temps. Et à part en Japon, de Saint-Escalier. Puis honnêtement, s'il n'y avait pas le filet, elle partait sur le terrain. Là, je me ramassais aux nouvelles comme c'était qui le petit toune qui est laissé dans le chien. Et là, tout le monde, il y a à peu près 5000 personnes, tout le monde rit. Là, je la rappelle, je suis gêné, je la rappelle, puis elle revient vers moi, puis là, tout le monde se met à applaudir. OK. Et là, moi, je me dis, je suis convaincu qu'il applaudit en disant merci de nous avoir entertainés et non bravo le clown. Fait que ça a été un moment un peu. Mais j'ai rencontré quelqu'un pendant mon voyage, puis on était supposé aller à Toronto pour les Blue Jays. Elle s'en allait en affaires à Toronto. Puis son sugar daddy m'a appelé. Pas m'a appelé. Une sorte d'affaire qu'elle a à Toronto. Oh, ouais, c'est juste d'affaire, man. Une affaire que je respecte sa relation. Il est marié, évidemment, comme tout bon sugar daddy. Là, fait que c'est une affaire de fou, man. OK. Tu t'es fait je me suis fait par... J'aime mieux dire coq bloqué carrément. Mais en fait, je suis pas en crise d'avoir perdu la fille, je suis en crise d'avoir été voir le Blue Jays. Fait que... parce qu'en plus, non, mais c'est Russell, parce que j'ai appelé Russell parce que tous les bons billets étaient partis, c'était contre les Rangers. Okay. Parce que pour ceux qui nous écoutent présentement, on enregistre le 14 septembre. Fait que là, ils viennent de perdre 3 tout de suite, je pense, contre les Rangers. En tout cas, 2. 3. En tout cas, peu importe. Fait que j'étais surtout déçu de pas... Aller avec une belle fille, en plus. Ouais, mais tu sais, honnêtement, si tu me donnes le choix entre la fille et la game, je veux dire, tu sais, on était dans 2 villes différentes. Une super bonne personne qui sort avec... un sugar daddy, mais il m'a écrit une lettre. Il m'a écrit une lettre gentille. 162 games dans une saison. Faut pas trop en rater. Non, mais on voit mes priorités. Oui, c'est bon. C'est ça qui est le fun à 53, bientôt 54. Baseball, puis après ça, le reste. Je suis allé à Québec. Je suis allé au baseball à Québec. C'est ça, c'est extraordinaire, les capitaines. C'est bien le fun. Ouais. Ah, belle réussite. Belle réussite.
Vraiment, là. Je suis surpris, j'aimerais ça. Si on parle d'amener une équipe à Montréal, moi, ça me brise le cœur parce que je me dis, Colin, quand tu vois le succès des capitales à Québec, OK, je sais que c'est un gros saut entre la Ligue indépendante puis le baseball majeur, mais c'est pas vrai que la passion du baseball n'existe pas au Québec. T'sais. On part là-dessus. La passion est là. J'ai joué à Québec. Quand j'ai joué à Québec dans la Ligue indépendante, là, c'est vraiment quelque chose de. Mais tu peux pas avoir ça nulle part. Il parlait de mettre un niveau 3, un niveau 2. Tu peux pas faire ça, je pense. Le baseball indépendant, c'est le baseball c'est vraiment pur. Là. C'est comme. Je sais pas si vous avez la même affaire. Comment tu sais quoi tu compares en tant que comédien, en tant qu'acteur? C'est quoi la différence? On n'est pas des comédiens, des acteurs, des humoristes. Ah non, mais toi, t'es les deux, c'est vrai. Mais tu peux pas dire humoriste. Mais tu en laisses, t'es-tu comédien ou humoriste? Non, humoriste, t'as humoriste puis t'as comédien. C'est deux choses. En tout cas, mais lui, il est tout ça. Explique-nous ça, là, mais en tout cas. Tu comprends ce que je veux dire? C'est pur comme baseball. Puis là, les joueurs qui jouent là, c'est vraiment des joueurs qui adorent le baseball, l'amour du baseball. Quand moi, j'ai retourné là-bas, je m'attendais à rien. Je ne m'attendais pas vraiment à avoir 5, 6, 7 000 personnes. Puis c'est vraiment l'atmosphère qu'ils ont créée là-bas. Michel Laplante, Myers Wolf, tous les propriétaires là-bas. Qu'est-ce qu'ils ont fait à Québec? C'est vraiment incroyable. Parce que, et depuis aussi longtemps, moi, je me souviens, quand les Capitals ont eu leur premier succès, puis quand je l'ai entendu parler, je ne sais pas si tu as eu la même réaction que moi, mais c'est comme si le vent du succès s'était rendu à nos oreilles à Montréal. Puis je pense que les expos étaient déjà partis, si je ne me trompe pas. Puis c'était comme genre, c'est le fun, c'est beau, ça va être temporaire. Ça fait 15 ans que ça dure. Oui, mais il y a une historique de baseball à Québec aussi. C'est une ville assez forte de baseball. Là. C'est le Club École 3 les Dawson, Carter et compagnie ont joué à Québec. Ah oui, absolument. Ils ont joué dans ce fameux stade-là. Oui. Puis le stade est super beau aussi. Là. Je veux dire, ils l'ont revampé, ils l'ont rénové un peu, mais c'est un beau petit stade de baseball pour ça. C'est sûr qu'à Montréal, tu peux pas avoir une équipe comme ça d'après. Après avoir l'historique des majeurs qu'on a eus, tu pourrais pas avoir ça. Non, mais des fois, il parlait, on va mettre ça à Laval ou ça arrive sud de Montréal juste pour dire que c'est pas. Le monde à Québec vont prendre ça mal, mais Québec, dans ma tête, c'est comme plus un village. Tu comprends? C'est une communauté vraiment plus tard. Tu viens pas de dire ça, on vient de perdre tout le monde. C'est pas grave. Mais juste, je veux dire, c'est plus un petit. Mais tu sais, en comparaison. C'est négatif un village? Non, pour Québec, oui. Non, mais on comprend ce que tu veux dire. On vient de perdre 50% de notre audience. I don't understand what you're talking about. Non, mais on comprend ce que tu veux dire. C'est une ville où il y a un esprit de ville. Ce que tu n'as pas à Montréal nécessairement. Il y a plus un individualisme à Montréal auprès de la population. C'est une super grande communauté, Québec. Québec, ça se tient comme ville. T'sais. Alors, je pense qu'on l'a récupéré, Christian. Oui, absolument. Grâce à moi. Merci les boys. Chance qu'on est trois aujourd'hui. Mais en comparaison, tu ne pourrais pas avoir le hockey mineur comme le hockey de la Ligue américaine n'a jamais marché à Québec. Non. Ben non, après avoir eu une Nordique, tu peux pas avoir une équipe. C'est une claque à gueule. C'est une claque à gueule, là. Tu peux pas, ça n'a jamais marché, là. Il y en a eu. Le club école des Canadiens était là. Ça marche pas. Ça non. Pas, surtout pas du Canadien en plus. Quelle fausse bonne idée. Les remparts fonctionnent parce qu'ils sont là depuis les années 70, 70, ça marche, là. Mais, il y a eu des creux aussi. Un sentiment d'appartenance, c'est ça. Et voilà. C'est comme à Québec, tu sais, comme une équipe mineure de 3A, que tu as des joueurs qui rentrent, qui sortent toutes les années, c'est pas pareil. À Québec, qu'est-ce qui arrive? Tu as des joueurs qui jouent pendant 4, 5, 6, 7, 8 ans. Un gars comme comment il s'appelle? Donc, Carl Gilna qui a joué longtemps. 7, quasiment 10 ans. La Forêt a joué longtemps, puis etc. Mais tu vois, la semaine passée, on avait Jeff Fessero, puis ça qu'il disait, parce que nous autres, on a un débat. Moi, je trouve qu'il y a 20 rondes de repêchage, c'est pas beaucoup. Éric, lui, pense qu'on devrait en couper encore plus. Mais par contre, c'est ce que Jeff Fessero disait aussi. Maintenant, tu as quand même des clubs à remplir. Il y avait quand même du talent entre la 20e et la 50e ronde. Il y en avait moins, là, c'est très clair, mais tu avais toujours ce petit le diamant dans le rough, comme on appelle ça. Je fais vraiment une mauvaise traduction de l'expression, là, mais cette espèce de perle rare. T'sais. Mais maintenant, par contre, c'est que dans le baseball indépendant, toutes les équipes du baseball majeur ont un dépisteur qui regarde les games du baseball indépendant. Je savais pas ça. Oui. Mais moi, c'est la raison pourquoi je couperais le draft, justement, pour ça, pour l'amour du baseball, parce que veut pas, il y a quelque chose de spécial qui se passe dans la Ligue indépendante, parce que le monde, ils vont voir la game du baseball, c'est à cause qu'ils capotent sur le baseball, c'est l'amour du baseball, c'est les toppers du baseball. Puis je pense que Major League Baseball aurait intérêt à s'occuper de ça, parce que veut pas, tu sais, les mineurs, c'est beau sur leur farm system, dans le fond, c'est les joueurs d'extra qui vont remplacer les joueurs dans le majeur. Mais pour vraiment le vrai amour du baseball, si tu vas voir une game des Capitals, tu vas voir une game à Trois-Rivières, tu vas voir une game indépendante à Winnipeg, dans le temps, là, c'est rendu indépendant, mais à Winnipeg, quand ça allait bien,
À Saint-Paul, la même chose. Je dis, à Saint-Paul, c'est vraiment une belle place, mais... Winnipeg, ça a toujours été... J'ai habité là, c'était toujours de la balle indépendante. Oui, mais tu sais, c'est des belles places. Mais c'est des petites villes, les plus petites villes qui sont capables de... Des villages. On ne dira plus le mot village, hein, ça. C'est pareil. Moi, j'ai l'excuse que je parle en français à 5% de ma vie. Oui, quand on te pardonne, on t'aime pareil, man. Mais en fait, tu le dis, il y a un côté pur aussi, un sentiment d'appartenance pour justement... Bon, faut dire qu'en même temps aussi, quand t'es des gars qui arrivent, je sais pas, moi, c'était une ville de 2A, de 3A, tu sais, moi, à chaque fois, je vois, mettons, Syracuse, les Syracuse, New Hampshire de ce monde, sont fiers de ceux qui ont passé par là, tu sais. Mais c'est vrai que de savoir qu'un gars va peut-être revenir... Ce qui serait le fun, par exemple, c'est qu'on vient de se battre pour qu'il y ait une qualité de vie par rapport aux jeunes joueurs des mineurs, justement, dans le 2A, dans le 3A, tu sais. Mais c'est pire encore dans les ligues indépendantes. Là. Les gars vivent avec fuck all. Là. Faut que tu sois un passionné. Là. Oui, c'est sûr. Tu paies 4, 5, 600 pièces par mois, là, puis tu vis avec 5, 6 joueurs. Là, comme on parlait justement à l'hôtel, que vous avez dit 4 dans la chambre. Là, mais disons, on était 6, 7 dans la chambre. Puis tu sais, ça fait dur un peu. C'est de valeur. Mais moi, qu'est-ce que je ferais? Tu coupes les rondes, tu économises de l'argent, puis tu réinvestis l'argent dans le baseball indépendant. Tu les aides un petit peu. Tu fais ça comme co-op un petit peu, comme il y avait dans le temps. Tu fais des joueurs que, oui, tu envoies des joueurs de A, des joueurs de recrues. À la place d'avoir des équipes mineures, 7, 8, 9 équipes mineures, mais tu en as 5, comme on dit avec Jeff. Tu en as 5. Mais tu envoies l'argent un petit peu, que ça ait plus de stabilité dans le baseball indépendant. Puis c'est vraiment difficile. Là. Moi, j'ai été propriétaire à Trois-Rivières. Tu sais, c'est niaiseux, mais tu as 1 million de chiffre d'affaires dans l'année au complet. Il faut que tu aies des joueurs, il faut que tu aies les games. Quand il y a de la pluie, mais là, tu perds 20 000. Tu sais, c'est difficile. Là. Non, c'est vraiment difficile. Tu as été propriétaire à Trois-Rivières, tu m'as jamais dit ça? Oui, pendant, je pense, 2-3 ans. Et quand on avait Pierre-Luc Laforêt en tant que manager, puis on a gagné cette année-là. Fait que, tu sais, c'est difficile, mais c'est tellement du baseball à l'état pur. Puis c'est ça, les vrais fans de baseball, ils veulent s'asseoir, ils veulent sentir le gazon, ils veulent avoir un bon hot dog, puis une bonne bière, puis s'asseoir, puis relaxer. Tu sais, puis regarder une game, tu n'es pas obligé de regarder tout le temps à 100% in. Tu regardes, c'est relax, la famille est là. Tu sais, c'est la meilleure ambiance pour un spectacle de sport tant qu'à moi. Exactement. C'est dur à expliquer. C'est pas que le hockey, c'est action, action, action. Baseball, c'est tu peux parler à la personne à côté de toi, tu manges un dot, tu prends une bière, tu sais, c'est relax. C'est un petit peu complètement différent comme atmosphère. Puis je pense que c'est ça que baseball ont besoin de se concentrer. Oui, c'est bien beau le produit Major League Baseball, mais je pense que des produits comme ça, notre baseball indépendant, il faut que tu t'en occupes. Puis pour ça, moi, je dirais, gars, tu diminues les rondes, tu économises de l'argent, tu envoies de l'argent dans des équipes indépendantes, tu fais ça co-op. 20, c'est déjà pas pire, là. Moi, je dirais ça à 10. À 10? Mais au hockey, il y a combien de rondes? 7. Puis, oui, mais c'est parce qu'au hockey, tu as évidemment ton club de la Ligue nationale, tu as t'as 2 clubs écoles. Tu as la Ligue américaine, tu as la Ligue au baseball, tu en as 5. C'est pas compliqué. C'est combien d'argent qu'ils veulent dépenser dans les mineurs? Là, c'est rendu 9 000, 28 000 que tu fais en tant que joueur des mineurs. Tu sais, 9 000 pièces pour l'année au complet, pour te dédier, pour t'entraîner tous les jours. À chaque jour qu'on s'entraîne, puis tu sais, qu'est-ce qu'on fait? C'est 24 heures sur 24. On va dire, on s'en va travailler pendant 4 heures, puis après ça, on revient, puis c'est fini. Non, à chaque fois qu'on mange, à chaque fois qu'on s'entraîne, à chaque fois qu'on sait, c'est 24 heures sur 24. Faire 9 000 pièces par année, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce que tu fais, gars? On veut un salaire qui a de l'allure. Pour couper ça, coupe les rondes, tu as moins de personnes à t'occuper, mais l'argent que tu économises, tu envoies ça dans les joueurs, dans les ligues indépendantes. Les propriétaires vont trouver une façon de regarder, de mettre ça dans les poches avec une excuse. Je comprends. Moi, je suis juste le plus beau des mondes. Ce serait le fun qu'ils regardent l'amour du baseball, que c'est important les fans, c'est important d'avoir du baseball, avoir accès à une belle game de baseball, c'est important. C'est beau, c'est quelque chose de différent. Moi, je pense que ceux qui sont en haut doivent toujours comprendre qu'ils ont besoin de ceux qui sont en bas pour vivre. Dans le sens... Puis là, je peux même faire ça pour nous autres. Nous autres, comme humoristes établis, là, si les jeunes en bas, ils sont bons, nous autres, en bout de ligne, ça nous aide. Ça nous amène du monde... ça fait découvrir l'humour à des gens qui n'ont pas actionné sûrement. Ils vont voir des gens. Ah, c'est bien bon, c'est bien bon. Ah, il y en a d'autres, là. Dans de plus belles salles, je vais y aller voir. Ça nous aide. Le baseball, c'est un peu comme ça. Il y a plein de jeunes qui n'ont pas les moyens, plein de familles qui n'ont pas les moyens d'aller dans le baseball. On va avoir une game à Toronto. Ici, non, ça, c'est clair. Fait que là, ils vont à Québec, ils ont du fun. Ben, des fois, d'un projet, ils disent « Hey, on va-tu au baseball à Toronto? » Hop! Tu sais, ça leur glisse là. Si le show est plate, oublie ça, le baseball, ils vont faire d'autres choses. T'sais. Il faut que le show soit bon à la base, puis ça monte tranquillement, puis ça sert tout le monde par en haut.
c'est un peu le principe, moi, que j'ai toujours pensé. Pétez-vous pas la gueule en bas parce que nous autres en haut, on va en avoir. Je dis nous autres en haut. Là. Ouais. Tu comprends là-dedans? C'est pas qu'on est au top, mais qu'on est dans un autre niveau de salle et tout ça. On s'aide tout le monde. Là, et puis, à plein de raisons aussi. Je veux dire, tu sais, la relève te pousse, ça rend un meilleur spectacle. Ça a besoin, faut que tu la protèges, je crois, cette relève-là. Puis, tu sais, je veux dire, le fait que ton amour pour le baseball, évidemment, il n'est pas juste pour ta génération, mais pour les générations à suivre aussi. T'sais. En parlant de, je sais pas pourquoi je fais du coq à l'âne, d'après moi, il va y avoir beaucoup de ça. Qu'est-ce que tu en penses des règlements du baseball majeur cette année? Moi, je me suis rendu compte l'année passée, j'écoutais des games, genre je l'allumais, je faisais d'autres choses, puis des fois je travaillais. Bon, ça, c'est les chiens qui se manifestent. Ouais. Cette année, je me suis surpris à regarder des games parce qu'ils sont plus courtes. Oui, ils sont plus courtes. Moi, je trouve ça mieux. Je trouve ça plus le fun. Là. J'ai vu, je suis allé à Miami. T'étais dans ce stade-là, Oui. Ouais, c'est non. Je sais pas, moi, c'est assez non. Il est plus là, mais pour moi. Maudit voleur. C'est ça. J'ai plié sur mon. Il est plus là. Au moins, on va dire ça. Chums, il est plus là. Mais ça a l'air laid comme stade avec c'est pas terrible. Non, hein? C'est pas terrible. Comment fourrer une ville à dépasser des milliards pour pousser ton camp avec l'argent pour leur donner. C'était vraiment pas plein. Vraiment pas plein. Et pourtant, il y a un bon club cette année, là. Oui, c'est ça. Mais pour en venir au règlement, j'ai aimé ça. C'est plus rapide, c'est plus le fun. Non, ça go, là. Ça go, on a enlevé quasiment. C'est quoi la moyenne? Au-dessus de 40 minutes? Hein, non, 40? Oui. Ah, ouais? Oui, c'est au-dessus de 3 heures, puis là, sont autour de 2h20, 2h30. Ah ouais, non, ça vaut à peine, ça va. Puis le match, tu sais, à un moment donné, c'était long. C'est vrai que c'est long, là, tu sais. Mais là, le show va rouler plus rapidement. Puis quand il se passe de quoi, c'est important. Puis on est là, puis on lâche pas trop. Il doit y avoir une répercussion sur les ventes de bière, c'est sûr, sur ça. C'est pas là-dessus que les propriétaires font leur argent, anyway, là, on est d'accord. Non, mais c'est ça. C'est pas là. Mais moi, accélérer une game, je comprends. Tu sais, sur un moment donné, c'était long, là. Tu sais, des lanceurs, on appelle ça des rain delays, c'était long. Les nouveaux changements au début, je trouvais ça un petit peu trop avec le pitch clock. Moi, comme je dis encore, j'en enlèverais un petit peu le pitch clock, mais j'avoue que c'est beaucoup plus facile à regarder une game. Ouais. À un moment donné, tu regardes, faut que tu portes attention à la game, parce que dans le temps, qu'on parlait, on s'assisait, puis on regardait, OK, on parlait à notre voisin à côté, 2-3 minutes, on a un autre pitch, après ça un autre. Mais là, à cette heure, tu dis deux mots, mais là, t'es parti. T'es rendu à 3 balles, aucune prise, t'as aucune idée qu'est-ce qui se passe. Fait que pour moi, c'est un petit peu trop vite. Mais moi, j'analyse la game complètement différent. Mais pour les fans, je pense que c'est vraiment quelque chose de spécial. C'est des beaux changements. C'est sûr qu'il faut tout le temps que tu t'adaptes. Veux pas, ces changements, c'est pas toujours le fun pour tout le monde. Là. Mais toi, la bâton. Moi, ce que je n'étais plus capable, là, c'est la mosus d'ajustement des gants puis du protecteur de coude. Hey, tu frappes 211, ça marche pas ton affaire, OK? Change ta routine. Clairement, c'est pas... Ce qui est fucké un petit peu, c'est qu'il y a un règlement qui dit qu'il n'est même pas supposé sortir de la boîte. Mais c'était juste pas appliqué. C'est comme, Chris, le meilleur exemple de ça, c'est les punitions au hockey. C'est pas obligé de changer les règlements. Tu as juste à l'appliquer. Appliquer les règlements qu'ils ont déjà là. Tu sais, c'est un petit peu, veux pas, mais je pense, moi, qu'est-ce que je ferais? J'enlèverais le clock, de le voir. Tu sais, c'est tout le monde, je pense que tout le monde est plus vite. Là, les jeunes, en plus, que ça fait 2, 3, 4 ans des mineurs que le pitch clock est déjà inculqué. Ça, c'est correct. Ouais, mais ils vont garder encore peut-être 2-3 ans maximum juste pour justement reprogrammer un peu le rythme de la game. Que, ils vont l'enlever quand on a un playoff, un jeu, puis ça finit une game au complet. C'est là qu'ils vont l'enlever. Ouais. C'est pas compliqué. Quand ça va coûter une game, quand ça va coûter le monde, ils vont être en tabarnouche quand ils ont gagé sa game, mais à cause qu'il y a un pitch clock violation qui perdent 200-300 000, là, le monde va être moins content. C'est arrivé, ça qu'une game a fini en pré-saison, je pense. Oui. Pré-saison, c'est arrivé. Ouais, mais. Robin Ventura, t'en rappelles dans le temps, Robin Ventura, quand il a frappé, je pense que c'est un grand chelem, mais il n'a pas fini au complet. Mais il y a du monde qui ont perdu beaucoup, beaucoup d'argent à New York parce qu'il n'y a pas un home run complet. Il a fait pas un home run, mais il a été retiré au deuxième but parce que la foule est embarquée sur le terrain. OK. Et le monde a perdu plein d'argent. Fait que ça va être la même affaire. C'est vrai que dans l'intérêt de la game, ce serait fun qu'on protège le bonheur de ceux qui gagent. C'est là l'argent. C'est un peu le message qu'on essaye d'envoyer. Une autre question que je vais te poser depuis, parce qu'évidemment, à l'époque, écoute, à quelle année qu'on a fait l'école, nous autres? 91. Tabarnak. Oui. Je ne pensais pas que tu allais dire ce mot-là. Mais on a le droit, c'est un podcast. T'es surpris que moi, je dise ce mot-là? Non. C'est combien de temps l'école? Quand tu dis l'école, explique c'est quoi exactement. C'est quoi?
T'apprends à l'école, à votre école. Totalement autre chose. On sent aucune maths à condescendance, premièrement. Écoute, à notre époque, on était sur la mise sur pied de l'école, OK? Troisième année. Il y a eux autres qui avaient pris quatrième année. Ils avaient pris ça et ils avaient demandé au gouvernement des budgets pour essayer de partir ça. Et ils avaient donné des programmes d'emploi. Ce que tu connais sûrement pas, là, c'est quand tu es sur le chômage. Tu comprends? Et il faut que tu sois sur le chômage. Et là, tu es engagé quelque Lui, ça part. s'appelle jouer dans le 2A à San Antonio, dans la Texas League. C'est ça son équivalent. Et là, tu étais payé et c'était pour mettre sur pied l'école. Fait que là, ils ont fait ça. Nous autres, et ça, c'est récurrent pendant 4 ans. Après 4 ans, tu n'as plus ça. Fait que là, nous autres, on est là à 4e année, on est payé pour être là. Mais attends, on a commencé en retard parce qu'on a commencé en septembre. Ouais. Il n'était pas sûr d'avoir la subvention. sûr. On a commencé en février. En février. Et là, nous autres, on est embarqués là-dessus. Et là, l'école, par la T'en suite... sais-tu combien qu'on avait? Je pense que c'est 400 $ par semaine. Non? C'est 820 $ par mois. Par mois, ouais, c'est ça. Ouais, 818 pour être précis. Écoute, c'était pas pire. C'est là, plus tu sais. qu'un mineur, hein? Ben oui, Ouais. c'était pas pire. In your face, baseball player! Mais à l'époque, nous autres, ce que ça nous a plus servi, c'est d'exposure, tu sais. Parce que là, tu avais tous les postes de télé, tu avais des producteurs, tu avais des gérants qui venaient voir les shows qu'on faisait parce qu'on montait des shows et tout ça. Puis ils spottaient les Mais il y avait les lundis juste pour rire. Ouais. Il l'avait-tu déjà à l'époque qu'on était là? Non, c'est encore les lundis DA, je pense quasiment. Non, il y avait juste pour Oui, rire. parce que je me sais qu'en sortant de l'école, ils disaient que c'était un laboratoire, mais c'était tout sauf un laboratoire. Tu n'avais pas intérêt de péter la gueule. Tu là. pétais pas la gueule, là. Non. Essaye pas des jokes, là. Non. Ouais, mais il nous disait ça, venez essayer. Tu montais sur scène, tous les directeurs de programmation des radios, de tout, c'était assez... Puis moi, ma carrière a commencé comme ça parce qu'un show, ils sont venus voir un show, c'est le réalisateur de Beau et Chaud qui cherchait quelque chose. Ah oui, OK, peut-être ça, ouais, OK. Tigui J'ai Baudouin. commencé Tigui Baudouin. J'ai allé livrer le journal, puis avec Normand Brathwaite, puis ça a parti comme ça. T'sais. Donc, nous autres, c'était plus une exposure. On a appris des affaires, là, mais... Ben, on a appris des affaires. Moi, c'est une anecdote. Là, on parle plus de baseball, je m'excuse pour ceux qui... Mais on était 13. D'habitude, on était 12 ou 13, puis cette année-là, on était 13 par exception. On avait pris un de plus. Mais on l'a dit, l'école n'avait pas de budget, fait qu'il fallait prendre des décisions. Puis à un moment donné, on avait, parmi nos cours, on avait des cours d'écriture, puis on avait des cours de relaxation et de voix. De voix. Et pour nos cours d'écriture, on avait eu... Dominique Lévesque. Dominique Lévesque, évidemment. Puis c'est François, il avait écrit... je pense que c'est lui qui avait écrit La vie, je sais pas trop quoi. Bourguignon. Stéphane Bourguignon. Stéphane Bourguignon. Stéphane Bourguignon. Ouais. 2 astis d'All-Star, man. Puis, tu sais, je veux dire, apprendre à écrire et faire des shows, lien assez logique et cohérent. Mais là, on manque de budget. Fait que là, la directrice nous amène pour passer un vote sur quel cours. Il faut choisir entre les cours de respiration et les cours d'écriture. Et à la grande surprise de tout le monde, esti, 2 votes pour les cours d'écriture. ouais, 2 votes. 11-2 pour garder les cours de respiration et de vote. 2 personnes ont voté pour le cours d'écriture. Ces 2-là sont devant toi présentement et on est les 2 seuls de cette année-là qui sont encore dans le métier. Les autres respirent très bien, par contre. Quand ils parlent, on s'entend prononcer, mais t'en souviens-tu de cette journée? On était en tabarnak. On voulait mourir. Mais, tu sais, je veux pas... La respiration, tout ça, c'était utile aussi, là, mais l'écriture, c'est fondamental. C'est parce que c'était pas drôle, mais personne va devoir respirer sur ça. Faut respirer, mais c'était pas drôle, ça va rien. Hey, mais toi, t'as-tu... Est-ce que Des anecdotes de baseball? Non. Ben moi, j'en ai une couple, mais là, tu sais, moi, je me suis toujours... Quand les expos étaient là, tu sais, oui, j'aimais bien les Yankees, j'aimais bien les Pirates, j'ai toujours été un fan. Mais toi, t'es-tu encore orphelin ou t'as réussi à te ranger derrière une équipe depuis le départ des expos? Ben écoute, mon cœur est un peu, et ma blonde n'aime pas ça, est un peu avec les Blue Jays. OK. Parce que, écoute, c'est canadien, puis ils vont bien, puis tu sais, je veux dire, c'est des bons joueurs, là, Vladimir, puis tout ça. Ouais. Mais j'ai pas... j'aime bien les Red Sox, mais j'ai pas accroché, vraiment. Non, je suis encore orphelin. Moi, les expos, là, écoute, je l'avais tatoué. C'était mon équipe depuis que je suis petit. J'ai grandi avec ça, moi. Tu sais, je suis né en 65. Les expos sont en 69. Je commence à jouer au baseball à l'église Saint-Luc, en avant de chez nous, à Chicoutimi, mais je suis là, j'ai 5 ans.
Il y a des petits gars qui sont là, puis ils disent « Hey, viens jouer, toi, viens jouer. » Ah ouais, ils me donnent une mythe, ils m'assoient. C'est très accueillant. Je revois encore le marbre qu'on s'était fait. T'es sérieux? Écoute, dans ma tête, j'ai tout ça. À chaque fois que je passe là, c'est mon début, puis je suis là, puis je commence, puis ça, tu sais, je suis pas pire, puis ils sont plus vieux, puis c'est comme ça que mon amour a commencé. Puis là, Claude Raymond qui est avec les Expos, et là, je commence, puis là, pour moi, c'est une idole, tu sais. Et j'ai joué au baseball plus tôt que jouer au hockey. J'ai joué avec petit cul au baseball jusqu'à l'âge de junior, puis j'ai commencé bantam au hockey. Fait que pour moi, le baseball. Je me sais quand on s'est rencontrés, tu peux parler de. Ah oui, OK. Ah ouais, pour moi, le baseball était plus important que ça. Mais puis, toi, tu as joué au hockey. Ah non, excuse, vas-y, t'allais dire. Non, c'est beau. Mais parce que toi, tu as joué au hockey haut niveau, mais tu savais déjà très jeune quand même que la passion était le baseball, non? Moi, je voulais être un joueur de baseball. Je voulais un joueur de hockey, mais baseball, c'était genre mon hobby, mais. À 15 ans, 15-16 ans... Quel plan B de marde que t'as eu! 15-16 ans, je pense que c'est 15 ans, c'est Claude Pelletier qui me voit et disait Hey, Eric, ça serait, tu peux faire de l'argent en jouant au baseball. Je dis Hey, sign me up. Fait que c'était vraiment quelque chose qu'à 15 ans, j'ai décidé, OK, je vais me concentrer un petit peu là-dessus. Mais tu sais, mais tu le sais pas. Moi, j'avais aucune idée, là. J'avais aucune idée comment le draft marchait. J'avais aucune idée comment le rendre sur le monticule des expos. Là. Comme tu dis, toi, tu es un fan de Claude Raymond. Moi, mon but, c'était un gars comme Tim Wallach, un gars comme André Dawson, toute la gang. Jeff Reardon, c'est un de mes favoris. Mais tu sais, je m'ennuie des expos. C'est ça qui est de valeur un peu. Je vois avec ta casquette des expos. C'est ça qui me manque aux jeunes. Puis, moi, les expos, ça a toujours été. La raison pourquoi j'ai joué au baseball, c'est les expos. Je me suis tout le temps imaginé sur le stade, le beau stade olympique, être sur le monticule. Puis, être nerveux sur le monticule. C'est ça que je me demandais. J'avais une question. C'est-tu la même affaire, vous autres, quand vous embarquez avant un show, êtes-vous encore nerveux? Là? En 91, c'était votre première année, mais êtes-vous encore nerveux de faire ça? Nerveux, c'est plus de la conscience. Moi, je prends ça comme... De l'inconscience, même pas. Non, je suis conscient de l'importance que ça a, tu sais. Dans le sens que je sais que c'est plein. Il y a une salle, mettons, là, de 800 personnes. Ils ont payé le billet. Sont là, ils ont pris, tu sais, ils sont allés super au restaurant avant, ils ont out. Écoute, j'ai une responsabilité d'être bon. T'sais. C'est ça que je me dis. Je peux pas botcher, là. Je peux pas, même si des fois, écoute... Mais tu l'as toujours eu, je te connais depuis longtemps. Oui, puis moi, c'est pour le monde, c'est super important. Fait que je m'imagine que si j'étais joueur de baseball, ça serait pareil. Tu sais, Joe DiMaggio, qui à son dernier match de sa carrière, avait fait un plongeon dans le champ, puis il avait tombé, puis il avait roulé, puis il avait retiré le gars. Puis l'autre joueur de champ est arrivé, il dit Hey, Joe, prends ça mollo, tu vas te blesser. Non. Il dit peut-être qu'il y a quelqu'un dans la salle, que lui, c'est la première fois qu'il me voit jouer. Oh. Moi, c'est ma dernière, ben lui, c'est la première fois, faut tout que je donne. Tu sais, fait que moi, c'est beau, ça. en show, c'est un peu ça. Tu sais, Colin, il y a 800 personnes qui sont là pour moi. Là. Hey, il faut que je performe. Tu sais. Donc, mais c'est. Mais c'est je ça, suis mais content c'est pas de de faire ça. nervosité. Je suis content d'aller là. Tu sais, c'est plus de nervosité qui est plus le fun que maladie. Ouais. Moi, je dirais que la nervosité, ça vient quand je le vis, là. Je viens de commencer à écrire le prochain. Là. J'ai une première demi-heure que j'aime bien. En fait, c'est pas juste d'avoir une première demi-heure, mais d'avoir une première demi-heure que t'aimes, qui fonctionne, puis que tu dis, OK, j'ai de quoi construire. Ouais. Puis moi, je sais pas si tu fais la même affaire, mais moi, tu sais, parce que souvent en humour, mon Dieu, je pense pas qu'on allait parler autant de tour à ce podcast-là. Non, mais c'est fun. C'est vraiment à relier, parce que moi, c'est ça, comme vous parlez, tu dis, moi, quand je sais, moi, c'est qu'est-ce qui est facile, je sais quand ça va bien, j'ai un retrait au bâton ou j'ai un retrait. Tu sais, pour vous autres, oui, vous avez un rythme, mais une foule, je sais pas, un 5 000, un 10 000, un 20 000, je sais pas trop combien de monde. Mais tu sais, c'est quoi une bonne il n'y a pas ça. Mettons 1000, mettons 500, je sais pas. Je veux dire, mais la pression que vous allez avoir, c'est incroyable parce que c'est vraiment personnel. Là, peut-être un contact personnel. Moi, c'est je lance une balle dans une zone de prise, puis j'espère que le frappeur la frappe pas. C'est simple, là. Mais vous autres, je dis une joke, mais tu vas être sûr que le gars qui écoute la joke, qui porte attention, tu vas être capable de communiquer avec les autres. Tu sais, je peux même pas imaginer. Tu sais, moi, quand je fais le podcast, c'est 2-3 heures en avance, j'écris tout. Ouais. Mais, tu sais, toutes les notes que je fais, là, ça n'a aucun allure. Il m'envoie des photos de son tableau, puis c'est impressionnant. C'est vraiment impressionnant de la façon quand vous embarquez sur le stage, puis tu sais, juste... Oui, mais tu sais, à un moment donné, tu dis, tu sais, Eric, je veux dire, à un moment donné, tu sais, je veux dire, un match le 8 août
à Wrigley Field en après-midi où c'est 4-3 Dodgers qu'on t'appelle. Hungover parce que c'est l'afternoon day. Ah ouais, quand tu as une game l'après-midi, tu saoules la veille? À Chicago, c'est une belle ville, Chicago. Ouais, OK. L'après-midi, ouais. Mais ça pour dire que tu sais que ta balle rapide fonctionne. Tu ne seras pas nerveux parce que tu le sais. Si maintenant tu as le misère avec le contrôle d'un lancer, faut que tu retweaks ta motion, là, je peux comprendre. Mais tu vois, c'est un peu ça quand tu pars en tournée avec un show que tu sais qui fonctionne. Tu ne prends pas pour acquis. Tu n'es pas assis sur ton cul, tu sais, mais je veux dire, tu sais que tu es confiant. Tu es confiant de ce que tu as dans les mains. Exactement. Ouais. Toi, mais toi, moi j'ai une question pour toi en termes de nervosité. Là. Quand, je vais te donner 2 images parce qu'on est en podcast, je peux les dire, là, mais avant là, que la barrière ouvre là, dans le champ, là, que tu rentres, là, tu chiais-tu dans tes culottes ou tu avais une érection? Ah non, je chiais à mes culottes. Tu comprends-tu? Tous les deux, c'est parfait. Tu comprends-tu les deux? T'avais-tu hâte d'y aller ou ben tu dis ah non. Non, j'avais hâte parce que je me suis dit, c'est la seule place que moi je suis confortable, c'est la petite butte. Là. Ça, c'est un 76 pouces, c'est là que moi je comprends puis je contrôle ce que j'ai fait parce que depuis l'âge de 3 ans, que la seule affaire que je fais, c'est que je sens une balle sur mes doigts. Ouais. Je sais ça, je comprends ce qui se passe. Fait que c'est ça, je me demande un peu. C'est comme quand moi je lance, instantanément, je sais exactement un bon lancer qui est fait. Okay. La même affaire qu'une joke, je sais pas si c'est la même affaire qu'une joke ou quand tu écris une bonne ligne, souvent c'est qui parle, c'est à qui tu parles, où est-ce que tu es. Max, il disait que ça va en France. En France, moi, j'ai coaché une équipe en France. Là, juste parler au monde en français, c'est complètement différent. Mais je me demande, ça va être incroyable le stress. Puis ça va être incroyable de ne pas savoir comment ça va être reçu, la joke ou la ligne que tu veux faire. Mais comment tu t'adaptes là-dessus? L'expérience de vie, puis en fait, l'expérience, pas de vie, l'expérience en général. T'sais, maintenant, quand t'écris, moi, ça va être mon 6e. Toi, c'est ton 7e bientôt? 7e. Tu le sais. Des fois, on se trompe. Oui, on se trompe. Il y a toujours le gag que t'aimes, que le public aime pas, puis le gag que t'aimes pas, puis que le public adore. Ouais. Ça, c'est un fucking incontournable. Mais tu le sais d'avance. Mais je me rends compte que... Des go-to-jobs, genre, des go-to-jokes que tu vas, que tu sais exactement que le monde va rire, ou tu sais... Tu viens le savoir. Tu viens le savoir. Puis tu viens le savoir aussi des fois quand tu l'échappes, puis que ça rit pas. Puis là, tu viens à savoir comment le récupérer aussi. T'sais. Mais plus ça va, plus c'est facile. Parce que, comme je t'ai dit tantôt, le monde a acheté des billets, ça fait 6 mois. Là. Ils ont hâte en maudit. Là, ils ont hâte. Là. Ils sont dans la salle, puis mon Dieu, je rentre. Puis, ils sont fébriles. Quand tu as un show qui est bien rodé, que tu es content, puis que tu sais qu'il marche bien, il y a un petit côté plus... Pas facile, mais en tout cas qui coule de source. Là, ça, c'est le fun. T'sais. Je me rends compte qu'il fallait bien que j'invite un autre humoriste pour me poser des questions sur l'humour. Ouais. On peut parler de baseball. C'est intriguant pour moi parce que c'est vraiment relatable, qu'on dit en anglais. C'est vraiment quelque chose. Moi, j'arrive sur mon ticket, j'ai un plan de match. Je sais à 2 balles 2 prises, aucune balle 2 prises. Je sais exactement les tendances des joueurs. Ouais. Mais c'est tellement... Moi, c'est ma plus grosse phobie. Ma plus grosse... peur au monde, c'est de parler au monde, d'être en avant du monde, de parler au monde. J'ai toujours eu de la difficulté à faire ça. Même au high school, j'ai pas eu mon high school diplôme à cause de ça. Je ne peux pas faire un speech devant du monde. Fait que, comme on va faire, Eric fait un podcast, Eric parle au monde, c'est complètement l'oxymoron, c'est complètement l'envers de ma personnalité. Fait que, je me demande, c'est vraiment... Mais qu'on a fait des conférences, là, ça va être parfait. Non, mais ça, j'aime ça. Quand c'est une conversation, je suis correct. Moi, putain, quand on parle, ça va bien, mais... je m'imagine quand tu t'attends, que le monde s'attend que tu sois drôle, le monde s'attend que tu aies une bonne joke, le monde s'attend que tu fasses rire, tu sais, ça doit être de la grosse pression, fait que c'est vraiment incroyable. Mais tu me fais penser, puis moi, je t'ai jamais posé la question, non seulement en tant que maintenant chum, mais surtout en grand fan de ta carrière avant qu'on devienne des amis. Parce que moi, je me souviens quand tu as commencé avec les Dodgers, comme partant, tu étais 5e partant. Je t'avais repêché dans mon fantasy, justement, parce que tu étais un Québécois. Tu lançais 88 000. Des fois, tu atteignais peut-être 90. Là. J'exagère un peu, là, tu sais. C'est pas si mauvais que ça, voyons. J'ai pas dit mauvais, j'ai dit que tu lançais moins fort. C'est juste ça que j'ai dit. Beaucoup moins fort, ouais. Mais quand ils t'ont switché au bullpen et t'es devenu un closer, ça a pris combien de temps à avoir la confiance? Parce que, tu sais, quand tu as un surnom comme Game Over, tu l'as mérité. Tu te souviens-tu du moment de... Peut-être pas... Y a-tu un moment clé où une période t'a fait... I've got this. Oui, mais tu sais, on parlait de Jeff Shaw au début du show. Jeff Shaw qui est avec des Expos.
Ça, c'est avec Jeff Fassero qu'on a parlé. Oui, avec Jeff Shaw, c'est ça, excuse-moi. Avec Jeff Shaw, qu'on parlait qu'il a pris sa retraite avec les Dodgers. Quand il était avec les Dodgers, il a pris sa retraite. Ça m'a ouvert un petit peu. Puis moi, j'étais tellement pas bon en tant que partant. OK, mais tu viens de dire toi-même, puis tu m'as accusé de te dire que t'étais pas bon. Mais c'est pas ça que tu t'es... J'avais pas les bons résultats. Moi, dans ma tête, j'étais bon. J'avais du bon stuff, mais c'était pas mon style, mettons. Mais tu sais, c'est... Quand j'ai allé voir les Dodgers, je les ai approchés moi-même. J'ai dit, gars, j'aimerais ça essayer d'être justement un lanceur de relève. Puis je sais qu'il y a une ouverture. On a beaucoup de lanceurs partants que vous avez déjà signés parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Je me suis dit, gars, ça va recommencer à zéro. On met un clean slate. On recommence à 0-0. Fait que, tu sais, c'est pour moi, ça a pris 2-3 semaines au camp d'entraînement pour m'établir que, OK, oui, c'est un releveur. Puis pendant la saison, après mon 2e ou 3e save, que je me sentais vraiment à l'aise, je me sentais vraiment confortable sur mon ticule, puis ça fitait ma personnalité. Tu sais, moi, je suis un joueur de hockey. Là. Un joueur de hockey, c'est pas un marathon, c'est des sprints. Je pense que c'est un petit peu plus ça, ma personnalité. Ouais. Puis quand j'arrive à 100%, que je lance le plus fort possible, il ne faut pas vraiment que je sois délicat. Il faut vraiment que je sois agressif sur mon ticule. Ça fitait ma personnalité. Puis c'est là que je l'ai senti. Quand je voyais que les joueurs avaient de la misère à toucher ma... Ça l'aide aussi quand tu lances 4-5 000 à l'heure plus fort en tant que relève. Mais quand je voyais les joueurs, je voyais la réaction des joueurs, des frappeurs. Puis ça, c'est là que j'ai dit, gars, après 3 semaines, je me suis dit, gars, je suis capable de faire ça. Mais qu'est-ce qui est fou un petit peu, c'est que j'avais dit à mon ancienne femme que si j'avais été closer, j'aurais eu 45 saves la première année, puis j'en ai eu 52 cette année-là. Même ma femme me disait que j'étais un peu timbré. T'as bien fait de la laisser. Ouais. Hey! Moi, elle me dirait pas ça 2 fois. Hey! Exact. Mais elle m'a collé de timbré. Qu'est-ce que c'est ça. Non, mais tu sais, je l'ai su. Je ne savais pas au début, j'aurais eu une bonne carrière, un bon succès, mais je savais que ma personnalité fitait mon rôle un petit peu plus. Okay. C'est là que je me suis rendu compte que j'avais peut-être une bonne carrière en tant que releveur. Ben oui. T'avais une question, toi aussi, je pense, pour Lino? Ben non, mais moi, tu dis, tu serais pas capable de parler devant le monde, mais moi, j'ai lancé une balle protocolaire aux expos. Et puis, je l'ai échappé. Ben non. Elle a tombé, genre. Ben non. 10 pieds avant le marbre. Pour vrai? Écoute. C'était en quelle année, ça? Je sais plus. C'était vers la fin des expos, là. Donc, c'était Frank Robinson qui était le coach. Il me l'avait signé. C'était la dernière année, ça, il l'avait ramené juste. L'avant-dernière année, ouais, c'est ça. Ouais. Puis, OK, il y a bien des affaires que tu as eues dans ta carrière dont j'ai été jaloux. Je te l'ai dit, ton rôle dans le film de Maurice Richard. Mais moi, avec mon gars, avec mon fils, moi-même, je suis jaloux de mon fils. Écoute, tu sais, moi, aux expos, j'avais des bonnes entrées. Tu sais, avec Claude, avec tout le monde là, qui était là. Puis j'y allais souvent, puis j'allais dans les bureaux, puis j'allais dans le vestiaire, puis tu sais, en haut, dans la galerie de presse. Dans le vestiaire? Je suis allé quelques fois dans le vestiaire, puis... Une couple de fois dans les douches. Je vais pas me promener dans les douches, tu sais, puis... Vladimir! Un vrai fan, c'est un vrai fan de baseball, là. On n'a pas de place, là, mais... Oh, Vladimir, tu tiens de ton père! Mais tu sais, Vladimir Junior, là, je l'ai vu. Il était petit, là. Il était un petit peu plus jeune que mon fils, là. Puis mon gars était avec moi. Puis, tu sais, en tout cas, mon gars, à un moment donné, on va au... puis mon gars aussi, il avait des bonnes passes, lui-là. Tu sais, il venait avec moi, puis il tripait là-dessus, mon plus vieux, là. On va au camp d'entraînement en Floride. Et là, on est à Jupiter, puis là, on arrive là. Puis là, le responsable, je ne me rappelle plus comment il s'appelait, il dit ouais, ben là, ils ont manque de personnel, il faudra que tu travailles. Il dit ça à Dominique. Dominique avait 7 ans, je pense. Il dit OK. Et là, il l'habille en joueur. Ah non. Puis il l'envoie ramasser des bâtons. Il y avait quand même le bad boy officiel là, qui était avec lui. Là. Ouais, mais il était là. Puis là, j'étais là, donc. Puis moi, j'étais avec Claude dans les estrades. Puis là, il était avec Vladimir, puis il était avec Philippe Alou, puis toute la gang. C'est weird quand t'es jaloux de ton propre enfant, là. Là, il y avait un chic de gomme, puis la poche de graines de tournesol, puis il allait chercher un bâton de temps en temps, puis il revenait, puis... Fait que là, je m'en vais le voir, il est-tu correct? Et là, je demande ça au bad boy officiel, il dit OK. Là, il parle à mon gars, il revient, il dit ah, it's good, yeah. Là, je m'en reviens, OK, Dominique, il parle même pas en anglais. Qu'est-ce qu'il a dit? Écoute, c'est un expérience. La dernière année des expos, il n'y avait pas beaucoup de monde parlant anglais non plus. Fait que c'était pas mal, ça venait de partir de sa planète. Puis tu sais, Dominique, là, il prenait une balle, tu sais, il en a dans le vestiaire, quelque chose. Puis là, il donnait une balle. On va faire signer.
Là, il allait voir des gars, puis il faisait signer sa balle. Puis, il y a une balle, on a une balle chez nous, autographiée par Gary Carter, Rusty Staub, Vladimir Guerrero. T'as déjà checké comment ça valait? Non. Non? Non. Il y en a une Ça balle. ne vendrait pas, là. À un moment donné, j'y explique un opening day. J'ai dit ça, là, j'ai dit, Dominique, il y a des matchs, ce opening day, c'est spécial. La balle, c'est écrit en rouge. C'est la seule journée que la balle est écrite en rouge. Le reste, c'est en bleu toute l'année. Fait que si t'en as une fausse balle, c'est rare. Ah, il dit OK. Fausse balle. Ding. Au stade. Au stade. C'est Gary Carter qui fait le lancer protocolaire, qui est là. Fausse balle, Dominique ramasse la balle, fait que là, il est content. Il y a un gars qui arrive, un collectionneur, et il dit, peux-tu t'échanger ta balle contre une balle autographiée par Gary Carter? Moi, je fais comme, oui. Là, Dominique, moi, j'ai expliqué que ça vaut... Non. Il garde sa balle. Fait que là, je dis au gars, désolé, c'est lui, c'est OK. Là, après la game, on sort, on n'est pas loin du bureau des expos. Je vais dire salut. Qui est là? Gary Carter. Je pogne la balle en rouge, j'y fais signer. Gary Carter, la balle en rouge. On sort, bien content. Qu'est-ce que je vois pas loin du parking? Le gars qui a voulu. J'ai dit au gars, wow. Fait que, tu sais, des affaires de même, là, j'en ai vécu avec les expos, là, c'est extraordinaire. Là. C'est pour ça que je vibre avec les expos. T'sais. Mais je sais pas si c'est l'époque. Puis tu pourrais me le dire peut-être aussi, Eric, mais j'ai l'impression que c'était peut-être la fin, parce que même au hockey, il me semble qu'à l'époque, les gars étaient plus accessibles. Je me trompe dessus. C'est sûr que maintenant, t'as pas le choix d'être sa défensive avec les réseaux sociaux. Ouais, moi, je connais combien de gars veulent plus signer rien, parce que moi, en plus, je le vois des fois, tu t'arrives, dans le temps que je faisais le 24 CH, le Valais, on sortait du stationnement, puis il y avait plein de monde qui voulait que les gars, ouais. Mais c'est pas genre, tu peux-tu signer ma carte de hockey ou juste... Il y avait 20 affaires à faire signer. T'enlèves le côté romantique de dire... Ouais. C'est pas juste pour te faire plaisir, là, c'est comme, ça va peut-être valoir de l'argent et tout, mais je pense que t'as pogné, puis tu me dirais, c'était pareil, t'as arrêté de jouer avant les réseaux sociaux. Oui, j'étais chanceux. Moi, je pense que j'étais dans le meilleur temps. Avant les téléphones cellulaires, quand je suis arrivé des majeurs, j'avais pas de téléphones cellulaires. Fait que, si c'est veut pas, les joueurs ont beaucoup plus peur. Quand on regarde tout ce qui se passe avec les médias sociaux, avec les caméras, les choses comme ça, tu sais, c'est de valeur, mais comme tu parlais au camp d'entraînement, c'est là. Quand tu veux connecter avec les joueurs, tu veux voir les joueurs qui sont plus relax, moins stressés. Au camp d'entraînement, c'est vraiment une place. Vero Beach était la meilleure place, je pense, parce que vraiment les joueurs collaient ses fans. Mais oui, on a perdu un petit peu de ça, parce que veut pas, je pense qu'avec les médias sociaux, les joueurs sont un petit peu plus mis sur un piédestal. Mais je pense que c'est ça qui manque au baseball. C'est ça, je pense, que les fans veulent. Ils veulent le côté humain. Ils veulent savoir c'est quoi qui se passe. En anglais, c'est they're just like us. C'est des joueurs de baseball. On fait beaucoup d'argent déjà, mais le monde, c'est des petits culs de mascouche qui sont rendus dans les majeurs, qui ont toujours rêvé. Comme moi, je me rappelle, j'allais au stade là, quand j'avais une balle fausse balle. Mais c'était mon rêve là, d'avoir une balle, juste une balle qui a été frappée, que j'ai été capable de l'avoir. C'est ça qui manque un petit peu, mais je pense que veut pas, c'est. Avec les médias sociaux, des choses comme ça. Les gars non, c'est pas de faire pogner à mauvais espace au mauvais endroit, mais il y a encore des belles histoires parce qu'on en avait parlé, j'étais encore une fois la semaine passée, puis j'avais oublié de montrer les vidéos. Je sais pas si Simon nous écoute évidemment, Simon, notre réalisateur. T'as-tu encore la vidéo? Parce que ça, c'est quelque chose que tout le monde aurait voulu. Check ça. Ah oui. Entre les manches. Ah oui. Mookie Betts qui se lance avec un petit cul dans les estrades. Il y a 12 ans peut-être? Mais j'ai des frissons de voir ça. Oui, en plus, c'est ça. C'est un fan des... C'est en Arizona, ça, en plus. C'est ça. En Arizona. Ben, ça va être dans... Oui, mais c'est Bellinger, mais avec les Dodgers. C'est pas Bellinger avec les Cubs. Là, fait que... Mais... Ça pour ce jeune-là, il va s'en rappeler toute sa vie. Exact. À l'école, l'histoire... Ouais, j'étais pas là, puis je vais m'en rappeler toute ma vie. Je veux dire, juste que je viens de voir, c'est des frissons, puis... Fait que c'est beau encore de voir ces histoires-là. Puis je le dis, j'ai l'impression que le baseball est plus propice à ça de part. T'sais, on disait tantôt, ce qui est fun du baseball, t'es dehors l'été, premièrement, tu sais. Bon, t'as le football de la NFL, mais ça, bon, tu tombes vite à l'automne, il fait frais, puis c'est pas le même genre d'ambiance, puis tu sais, c'est comme... L'été, il y a ce côté-là très familier, on en parlait, tu sais. Parce que là, en plus, je sais pas, quand on s'est parlé au téléphone l'autre fois, je t'ai raconté que Phil Laprise s'était acheté un club de baseball. Oui. Le Big Bill de Quaticook. De Quaticook. Fait que là, moi, depuis ce temps-là, j'ai pas eu des pourparlers, mais je me suis fait un peu... je veux pas de nom de... Là, j'en parlais avec Fallu, Stéphane Fallu.
Moi, je me dis, Chris, man, chaque humoriste devrait acheter. Ça va être on devrait tout avoir. La Ligue des humoristes. Non, mais tu sais, être actionnaire, puis juste voir la chicane entre nous autres. Parce que, tu sais, je veux dire, on n'est pas compétitifs entre nous autres, malgré ce que les gens peuvent penser sur le nombre de billets ou whatever, tout ça. Mais, tu sais, des humoristes qui jouent ensemble. Vous n'êtes pas compétitifs avec vous autres? Ah non? Début de carrière, oui. Début de carrière, oui. Oui, ça dépend des générations, je pense. Mais moi, j'ai toujours pensé que les plus vieux m'aidaient beaucoup, tu sais. Oui, mais dans le temps que tout le monde explosé, les vieux, il y en avait comme 4-5. T'avais Pierre Légaré, t'avais Yvon qui était comme pas à la retraite, mais qui avait ralenti. Ouais. T'avais, Michel Barrette, Lemire. Il était même pas une dizaine, là. Non, c'est sûr. Fait que... Mais toi, tu sais, quand t'as sorti ton premier show, moi, je me souviens, parce que c'était en 93, peut-être, 95. Dans ce coin-là. Dans ce coin-là, on était 9 en tournée au Québec. On regardait ça, puis là, on disait non, là, il y a trop d'humour au Québec, ça n'a pas de bon sens. On se pile ses pieds. Puis là, on est 70 à peu près en tournée. Ouais. Fait que c'est fou, là. C'est fou. Et c'est la même. Tu sais, on parle de tarte, là. C'est la même tarte, là. C'est le même bassin de monde, hein. Ça crée des salles secondaires et tout, mais on check qui avait vendu combien. C'est sûr. C'est sûr. Non, tu l'as-tu fait, toi? Mais moi, je savais que j'étais le mouton noir et que je pouvais pas vous rattraper. C'est pas ça, je suis pas en train de jouer avec Tim. J'avais un style différent, puis je savais que j'étais pas un gars de 100 000, mais mettons toi, Anctil, Luard, tu checkais-tu les autres pour le fun? Moi, j'ai vite compris que ça donnait pas grand-chose. Parce que c'est... Non, parce que c'est un rapport aussi avec ce que tu dépenses. C'est-à-dire que si tu pars en tournée avec tu vends 100 000 billets, mais tu pars en tournée avec un gros troc, puis tu as 3 techniciens, puis tu as un gros décor, puis c'est pas toi qui écris les textes, à la fin, il ne te restera plus beaucoup d'argent. Mm-hmm. Si tu pars, tu vends 50 000 billets, mais que ton show, il rentre dans une wagonnette, tu vas faire autant d'argent que n'importe qui. Tu comprends? Fait que moi, c'est ça que j'ai essayé en bout de ligne. Je me suis dit, oui, si tu vends 300 000 billets, je n'ai vendu pas loin de 300 sur un show, écoute, c'est correct, t'es lousse dans tes dépenses. Mais à un moment donné, sinon, si t'as pas le contrôle des entrées, il faut que tu ailles ces dépenses. Fait que c'est comme ça que j'agis maintenant. Puis, écoute, ça va super bien. Mais tu sais, tu me dis... J'ai une question pour vous deux. Moi, tu sais, dans le Game Over, on pensait à Game Over. Moi, c'est comme... Moi, dans ma tête, quand j'arrive sur mon monticule, mais tu sais, je suis une nouvelle personne. Je n'étais pas Eric Gagné pareil. C'est la même affaire. Vous autres, quand tu arrives sur le stage, as-tu une personnalité, un persona, genre qu'on appelle un alter ego? Mais avant qu'on réponde, moi, j'ai l'impression que tu me donnais un flash. Moi, mon prochain décor, c'est un monticule. Donc, c'est bon. C'est mon stage. Bon. Je mets le micro sur un monticule en plein milieu de la salle. Ouais, puis là, tu vas être comme Céline, tu vas avoir mal au dos parce que ton plancher est croche. Exact. Non, je vais te laisser répondre, mais c'est parce que toi, longtemps, tu as fait des personnages aussi. Oui, j'ai fait des personnages. Moi, j'ai toujours été stand-up, j'ai toujours été... Moi, je trouvais ça important que quand tu es un gars d'opinion comme je l'ai fait, que tu sois la même personne en dehors de la scène pour pas que les gens pensent que tu es un plein de marde et que tu dis juste ce que tu dis pour soit avoir de réactions ou blablabla. Faut que tu sentes une sincérité. T'sais. Moi, je peux pas parler des autres, là, mais les deux que tu as en avant de toi, je pense qu'on est pas mal what you see, what you get. Là. Puis Maxime en particulier, à un moment donné, Maxime, on le savait quand il arrivait dans la loge, de qu'est-ce qu'il allait avoir l'air sur scène, là, tu sais. Pas vrai? Oui. Mais élabore! J'avais des yeux rouges des fois. Des yeux rouges, t'étais en tabarnak, t'avais... un gars émotionnel, là, je comprends pas. C'est bizarre. Fait que là, il arrivait sur scène. C'est ça. C'était souvent ça. Tu m'as jamais dit ça. Non, mais ça marchait quand même pas mal, des affaires. Non, je sais. Mais je pose la question nous trois dans les médias. Je pense que chaque personne est attachée à son époque, mais j'avais quelque chose que j'aimais de notre époque, des années 90. On était l'explosion de l'humour, comme on dit, il y avait peut-être même pas une dizaine avant nous. Nous autres, on est arrivés, on était quasiment, écoute, Petit, Cavana, Dion, on peut en nommer encore, puis il y avait quelque chose de romantique dans cette époque-là, surtout que, tu sais, le stand-up arrivait, il y avait une transformation, puis j'imagine que les jeunes aussi pensent qu'ils font partie d'une période romantique.
C'est la même affaire pour toi, Gags? T'as-tu l'impression que le baseball que t'as connu... Tu penses-tu que t'étais au bon croisement des chemins? Oui, il y a eu toute l'affaire des stéroïdes qui a comme teinté la game, mais la game a toujours été teintée anyway. Les années 70, c'était à coke, les années 80, c'était une autre affaire, tu sais. Je veux dire, mais tu penses-tu que t'étais dans ce croisement-là des chemins où il y avait encore du old school puis de nouvelles pensées arrivaient, ou tu penses que c'était plus les années 80 qui étaient... Moi, je trouve que j'ai vraiment été chanceux parce que j'étais après les 94, après la grève, après ça en 98 qu'il y a eu les home runs. Tu sais, c'est vraiment le pic du baseball, la popularité. Puis en plus, il n'y a pas le cell phone, il n'y a pas les social media. Fait que tu avais une belle balance de baseball. Puis c'est vraiment peu. Puis pour moi, c'est la meilleure époque que j'ai joué. J'aurais aimé ça jouer à cette époque-là parce qu'il y a beaucoup plus d'argent. Mais je veux dire, par rapport à l'état pur du baseball, puis tu sais, veux pas. On en parle beaucoup, mais tu peux pas être une personne. On parlait de sortir, tu parlais d'arriver là, tu peux boire, tu peux faire des choses. C'est pas pareil à cette heure. Ça a changé complètement. Moi, j'ai été chanceux parce que je pense que j'étais vraiment d'un crossroad qu'on appelle. Vraiment, ça a switché au complet. Quand les téléphones cellulaires sont arrivés, quand tu parlais de manquer un petit peu de contact avec les fans, c'est ça que ça a changé énormément. Là, veux pas, on est rendu plus des personnes qui ne sont pas qui sont pas accessibles, mais on regarde ça complètement différent parce qu'on est beaucoup plus fermé, je pense, aux fans. Puis c'est ça la différence. C'est défensive, avec raison aussi. T'sais. Oui, c'est défensif. C'est difficile parce que veux pas. Parce que tu sais que tu as 4, 5, 6 millions. N'importe quel move que tu fais, que ce soit bon ou mauvais, il y a quelqu'un qui va avoir une opinion. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je te demandais un petit peu l'authenticité quand tu arrives sur le stage. Tu sais, c'est veux pas le monde. Il y a du monde qui vont t'aimer no matter what. Il y a du monde qui vont t'haïr no matter what. Tu sais, c'est quasiment, oui, tu peux contrôler ça un petit peu par rapport à tes opinions, de la façon dont tu parles au monde. Mais tu sais, c'est vraiment incroyable. Moi, je trouve que j'ai vraiment été chanceux. L'époque que j'ai joué, c'était après le old school. C'est un petit peu le new school, mais pas encore trop juste des robots qui jouent. Parce que là, c'est rendu qu'il y a moins de field. Il y a moins de field sur le terrain. C'est moins pur un petit peu. Ça va revenir. Veux pas la technologie, puis l'analytics, puis le data, encore, on va en parler. Ça change énormément. Mais c'est notre running gag parce que chaque podcast, on parle de data. Une chance, ça revient. J'ai été chanceux. J'ai joué une belle époque de baseball. Je pense que c'est l'état la plus pure. Oui, on parle des stéroïdes, des choses comme ça, mais tu sais, il y a toujours quelque chose qui arrive dans tous les sports. Là, mais j'ai été chanceux. J'ai eu vraiment une belle période. Mais moi, qu'est-ce que j'ai une question, c'est vous autres, vous manquez. Tu sais, mettons, là, du jour au lendemain, là, moi, c'est dur là, parce que là, je fais ça, le podcast, je parle toujours de baseball, mais tu sais, moi, ça l'a arrêté tout de suite. Là, tu sais, quand tu es blessé, ça l'arrête. Puis moi, c'est une drogue. Veux pas, c'est une drogue. C'est-tu la même chose pour vous autres? Tu sais, mettons, tu ne peux plus faire qu'est-ce que vous faites, votre job, là, tu sais, la passion, ça va. Mettons, tu arrêtes ça. C'est comment tu remplis ta vie après, tu sais? Parce que c'est difficile, là. Être en avant du monde puis dire, Chris, ça fait une belle job, tout ce que j'ai fait avant, j'ai travaillé, tu sais, t'as des goosebumps, c'est une drogue, là, c'est incroyable. Tu sais, vous autres, c'est la même affaire. En as-tu besoin autant qu'on en a besoin? Besoin, c'est un grand mot. Mais moi, parce que je suis dedans, là, je suis vraiment dedans. J'ai 58 ans. Ma blonde, elle, a le même âge que moi. Puis elle dit, moi, là, il me reste 2 ans à travailler. Puis après, c'est la retraite, tu sais. Moi, je la vois pas, ma retraite. Je ne sais pas quand je vais arrêter. Parce que tu peux encore faire des shows à 65. Tu peux jouer au théâtre à 70. Tu peux écrire encore. Tu peux faire plein d'affaires. As-tu la flamme encore de faire ça? Hey, moi, j'adore ça. C'est encore pour moi une partie de plaisir. Tu sais, là, de monter sur scène, de savoir qu'il y a du monde qui attend, puis que tu es là, puis tu es fait rire, puis c'est le fun. Puis ça dure 2h30, tu t'en vas après. Tu sais, c'est pas pour moi une tâche. Là. C'est un pur plaisir. Moi, je trouve que c'est le plus difficile en vieillissant parce que. Non, vas-y, puis là, moi, toi, tu lances. Écoute, si à un moment donné, ça marche plus, tu es obligé d'arrêter. Moi, OK, là, je joue au théâtre. Je peux varier mes trucs. Je fais de la mise en scène. J'écris d'autres projets, d'autres affaires. Je joue à la télé. Tu sais, tu peux faire plein de petits trucs que tu peux te faufiler là-dedans. Puis il s'agit d'avoir plusieurs cordes à son arc, dans notre cas. Puis tu peux travailler. Mais je te pose la question qui tue quand même, je vais m'amuser à ça. Ouais. Tu sais, du jour au lendemain, ça arrête. Moi, j'aurais pas. La chose que tu vas t'ennuyer le plus. T'as plus le droit de le faire, là. Tu peux plus, là. Ah, écoute, c'est le contact avec le monde. c'est d'entendre rire le monde, c'est de contact avec le monde, tu sais. Écoute, c'est sûr, c'est ça. Moi, je me souviens quand... faire rire le monde, mon père là, je m'excuse, Max, mais mon père, faire rire le monde, c'est un superpower, là, surtout dans le monde qu'on est à cette heure, là, c'est tout négatif. Puis... Oui.
Mais la pandémie, moi, m'a réconcilié avec... Parce que là, tu vois, moi, j'écris le 6e. Toi, es-tu en écriture du 7e? Ouais. Moi, c'est le plus tough que j'ai... Là, ça va bien. Là, j'ai trouvé l'angle. Parce que moi, je sais pas si t'es comme moi. Parce qu'il y a bien du monde qui vont écrire, puis après ça, ah, OK, c'est ça. Moi, il faut que je cherche où ce que je m'en vais en partant. Ouais. Puis là, j'avais de la misère. Puis à un moment, vraiment, à me poser la question, il me restait encore des choses à dire. Ah ouais, hein? Oh oui. Et là, à un moment donné, ça a débloqué, puis ça fait... Ah. Il y a une affaire que je me souviens aussi. La pandémie, quand ça a arrêté mars 2020, on a eu une petite réouverture en juillet 2020. Ça faisait juste 3-4 mois là, qu'on n'avait pas fait de show. Moi, j'avais été au bordel. C'était la moitié du monde, ou je pense même le tiers. Il y avait 25-30 personnes. Il y avait des plexiglas sur scène, entre les tables, micro. Tout le monde avait son micro dans les poches parce qu'il fallait nettoyer. C'était une affaire de fou. Je me souviens d'être nerveux comme si je faisais un de mes premiers galas juste pour rire quand justement on était des ticus. Et puis je sais, je vous niaise même pas, ça va peut-être sonner cucu, mais premier gars que je fais que j'entends un rire, je suis devenu ému. Ah ouais. Et ça m'a aussi rassuré de me dire, je fais encore ça pour les bonnes raisons. Ouais. Moi, ça m'a ramené ça, c'était... OK. Mais c'est l'autre d'être un croisement de chemin où ce que je me dis comme toi, pas que je veux pas arrêter, je veux ralentir. T'sais, j'ai voyagé, justement, on en parlait au début du show, j'ai pris 2 semaines. Oui. Je veux relativiser ma vie, tout ça, mais et comme Mario dit, nous autres, on peut faire plein de choses. Vous autres, vous le voyez, vous c'est vraiment radical. Toi, comment tu l'as vécu du jour au lendemain? Le bruit de la foule a juste disparu, là, tu sais, je veux dire... Là, je cherche encore le bruit de la foule, tu sais, c'est niaiseux, mais l'adrénaline que t'as, la drogue... Tu viendras sur mon monticule pendant mon show, man, ça serait carré. Non, mais c'est ça. C'est ça qu'on parle. Tu sais, mon but dans la vie, là, c'est de trouver c'est quoi mon second calling. C'est quoi que je vais faire après le baseball. Veux pas, depuis les âges de 3 ans, là, je lance une balle, là, puis depuis les âges de 3 ans que je me valorise à retirer des frappeurs. Tu sais, c'était ça ma vie. À chaque fois, à chaque entraînement que je fais, à chaque fois que je mangeais, à chaque fois que je fais tout, c'est tout par rapport à lancer une balle, avoir un retrait, puis avoir du succès sur le monticule. Mais tu coaches des jeunes, évidemment, c'est pas la même affaire. Oui, c'est mais pas non, aussi mais gratifiant, on est d'accord, là, mais... Comme Mario disait, c'est la même chose. Le podcast, j'ai de la misère, c'est des choses que tu essaies de faire à l'entour du baseball. J'ai acheté B45, j'ai resté dans le baseball, coacher des jeunes, c'est valorisant. Fait que tu trouves d'autres choses qui te valorisent un petit peu. Veux pas, mais c'est difficile. Parce que tu décides pas de prendre ta retraite. Il n'y a pas personne, un majeur, qui décide de prendre sa retraite. C'est juste que tu n'es plus assez bon ou que tu es blessé. Il y a tout le temps quelque chose. Fait que c'est difficile. Puis c'est ça un peu mon but dans tout ce que je fais par rapport à tous mes projets que je fais, c'est de trouver comment on peut rester dans le baseball, comment on peut rester attaché au baseball sans se détacher complètement. C'est ça le plus gros problème au baseball. Les fans, on parle des expos qui sont plus là, mais les fans sont encore là. Comment on garde les fans d'Éric Gagné ou comment on garde les fans de Tim Warlick, d'André Dawson dans l'engrenage du baseball. C'est ça ma passion, je pense, de rester connecté parce que veux pas. Moi, c'est ma vie, le baseball. Là. Le monde dit « Ah non, c'est juste une phase de ta vie. » C'est pas une phase de ma vie. Depuis j'ai 3 ans là, que je rêve à jouer au baseball, là, que je fais juste ça, lancer des balles, que mon but, c'est de retirer des frappeurs. Juste ça. Là. C'est de valeur, mais tu peux pas l'enlever. Tu peux pas. Puis, fait que là, je remplace. J'essaie de dire « OK, on fait le podcast, on parle de baseball. » Moi, parler de baseball, j'adore ça. C'est fun de parler de ça parce que je peux pas... c'est toutes les... Moi, ce que je me suis rendu compte, c'est lancer une balle, c'est une chose, mais le processus de penser, de lancer une balle, pourquoi, la raison du pourquoi, des choses comme ça, c'est ça que j'adore, c'est ça que j'aime. Fait que, j'essaie de réussir un petit peu avec vous, ce que vous faites en vie. Tout est relatable, tout par rapport à la même chose. Tu es nerveux, tu es fier de quand tu as accompli quelque chose de le fun, puis tu essaies de préparer du mieux que tu peux pour de plaire à quelqu'un d'autre. C'est triste et beau en même temps que cette passion-là se termine jamais, parce que moi, une image que je n'oublierai jamais, c'est toi puis moi, on se faisait un FaceTime pour parler du podcast. C'était le soir, avant le match des étoiles, c'était le coup de circuit? Le concours de coup de circuit, tu sais. Ouais. Puis tu sais, toi puis moi, on n'aime pas ça parler au téléphone, fait qu'on se parle 10 minutes, puis that's it. Mais là, on était sur FaceTime, toi et deux, tout ça, puis on regardait le challenge. Le concours. Le home run derby. Le derby. Le home run derby. Ouais. Encore le village, le derby. Non, mais je me suis juste d'avoir les pieds à côté sur le sofa parce que mon bureau est derrière le sofa. Et juste toi puis moi qui regarde la game, puis tu me commandes des affaires, puis comme un petit cul, j'écoute ce que tu me dis parce que tu as joué la game et ta passion apparaît, puis je me dis... Et je me rends compte, ça fait genre presque 1 heure qu'on est devant la TV où est-ce qu'on n'a pris aucune note par rapport au podcast. Et je suis juste en train de parler de baseball avec Éric Gagné et je sens dans sa voix
même si c'est un concours de coups de circuit, là. Le souci du détail, est-ce qu'il les rappelle? Ça, oui. Dans le fond, mon but dans la vie après le baseball, c'est de donner ma passion, d'essayer d'une façon de donner à quelqu'un d'autre, de montrer c'est quoi ma passion, parce que j'adore le baseball. C'est pas que j'adore le baseball, j'en ai besoin du baseball. C'est quelque chose que j'ai toujours... C'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que je comprends, c'est quelque chose que j'ai étudié toute ma vie, c'est quelque chose que je vais continuer à étudier, puis ça change tout le temps. Fait que c'est ça qui est beau dans le baseball. Tu vois des jeux, tu te dis, voyons, j'ai jamais vu ça de ma vie, ce jeu-là, puis ça fait 2 millions de jeux que je regarde. 2 millions de lancers. Imagine quand ça arrive sur le terrain quand t'es là, devant toi, ça doit être extraordinaire. C'est incroyable. Tu te dis, gars, j'ai jamais vu ça de ma vie. J'ai vu des millions de jeux, puis j'ai jamais vu ce jeu-là. J'ai jamais vu un triple jeu à date. J'ai vu à TV, mais jamais live. Ah ouais, live, OK. Ouais. Est-ce que t'es-tu impliqué encore avec les Dodgers? As-tu des liens? Tu sais, parce que les anciens Canadiens, mettons, eux autres, s'en occupent beaucoup, des anciens. Oui, là. J'en ai encore un petit peu. C'est sûr, je fais comme le 20e anniversaire, je pense que je vais redescendre un petit peu. Je fais des autographes, des choses, des camps des camps adultes de baseball. Je fais ça un petit peu. Je garde encore contact avec eux un peu, mais tu sais, c'est pas assez pour moi. Okay. J'adore parler de baseball, j'adore parler d'une apparition au bâton. C'est ça que j'aime. J'aime la tactique du jeu. Tu regardes un match d'échecs, c'est plate, là, mais si tu sais à quoi qu'ils pensent, c'est ça que j'essaie de faire un petit peu. Là. C'est le podcast où on se fait beaucoup d'amis. Les échecs, c'est de la merde. Québec, c'est un village. Ça va pas bien. On continue à se parler pendant des heures, puis on vient dessus de dernier segment, parce que maintenant, on a un nouveau commanditaire qui s'appelle le sport, le sport interaction. Nouvelle plateforme pour jouer en ligne. Jouer de façon responsable, c'est écrit en bas, mais moi, je vais le dire à voix haute. Sérieusement, moi j'aime ça. Je me fais un petit règlement que si je gâche, c'est vraiment des ridicules, genre des 5-10 piastres. Ouais. Pour le fun. Exactement. Ouais. Si tu gâches puis que tu es chez vous nerveux puis tu regardes ton char, savoir si ça va être là demain matin, l'aide est disponible tout le temps. Par contre, je vais profiter des trois, évidemment, connaisseurs que nous sommes pour une des choses sur lesquelles on peut gager présentement. En ce 14 septembre, je vais le mentionner parce qu'on tape le 14 septembre aujourd'hui. Parce que c'est le même. Mais. Donc, on est tous là, on n'est pas en voyage. Exactement, c'est pour une fois qu'on est en même place en même temps et que toutes les cotes sont déjà citées, fait que ça se peut qu'ils changent dans les prochains jours. Mais selon vous, qui va gagner la division Ouest dans l'américaine? Il reste 2 divisions vraiment chaudes, l'Ouest dans l'américaine et la centrale dans la nationale. Sinon, les autres sont pas mal réglés tant qu'à moi. Les cotes sont Houston favori à 1,46, Seattle à 4,25 ou Texas à 5,32. Moi, je vais voir... On en a parlé encore une fois la semaine passée avec Jeff Ficero, mais la semaine passée... Le monde va de la misère à suivre. On tape la même journée, mais bon, OK. L'année passée. Exactement. Mais moi, je ne sais pas pourquoi... Cette année, j'ai comme envie de voir les Rangers faire un peu d'écho. Ils sont partis vraiment fort. Puis on en a parlé au podcast, on en a parlé tout le monde dehors des ondes. Je trouve que quand tu bouges trop à la date des échanges, des fois, ça défait la chimie un peu de ton équipe. Le jeune John qui a été blessé aussi, ça n'a pas aidé. Je sais pas ce qui t'arrive aux Rangers. Là, au moment où on se parle, ils ont sacré des volets aux Jays. C'est pas une équipe qui a une grande historique, mais c'est pas non plus des trous de cul. C'est pas du monde. C'est pas un club que jaillit, tu comprends-tu? Fait que moi, je pense pas qu'ils vont gagner la centrale, la Ligue, la Ouest. Je pense qu'avec l'expérience qu'il y a sur le terrain et évidemment sur le banc et dans le vestiaire, Houston a déjà été là et ça par où passer. Houston va gagner, je sais pas si on veut me contredire. Et moi, je pense que et les Rangers et les Blue Jays vont être l'équipe qui vont pogner les 2 dernières places dans le wildcard. C'est mes prédictions. Monsieur Jean, tu veux y aller ou Mario? Moi, non. J'ai pas suivi vraiment toutes les rosters mais j'irai avec Houston aussi. Houston, l'expérience, là, sont là. Fait que, tu sais, y rester, c'est quand même un peu plus facile que de remonter. À ce temps-ci de l'année, surtout. Fait que j'irai avec Houston. D'accord, 100%. Houston, écoute, comme tu disais, Max, ils ont déjà passé par là. Texas, c'est de valeur un peu parce que moi, j'ai joué là, j'adore l'équipe qu'ils ont mis ensemble. Oui, comme tu disais, avec les gros changements qu'ils ont fait, souvent quand tu chambardes un petit peu la chimie, tu peux pas, avec encore le data, tu peux pas quantifier la chimie d'une équipe. Non. Et quand tu changes un petit peu, c'est veut pas, le 3e but, le John, le joueur de 3e but, que moi, quand ils l'ont repêché, je ne comprenais pas exactement pourquoi ils ont repêché un joueur de 3e but quand ils n'ont pas de lanceur.
Mais c'est vraiment une belle révélation cette année. Mais tu vois la différence. Tu enlèves un joueur dans le line-up, ça change la chimie au complet, ça change la dynamique complète. Tu sais, veux pas, les pitchs changent. C'est de valeur. J'aimerais ça que les Rangers gagnent, mais je pense que Houston va gagner. J'aimerais ça voir les Jays. J'aimerais ça tellement voir les Jays. Je pense que les Canadiens le méritent. Ça va être dur, les Jays. Non, parce que Seattle est quand même une équipe bien balancée. Puis c'est hyper serré. Moi, ce que j'ai hâte de voir, surtout aussi, c'est dans la Ligue nationale. Présentement, il y a 5 équipes qui peuvent faire, qui se battent pour le dernier spot de wildcard. Les 2 derniers spots de wildcard, parce que je pense que les Phillies sont déjà pas mal assurés. Ils ont 4 matchs d'avance avec 2 semaines à aller. Et encore là, tu sais, je sais pas. Miami, ils sont là, je veux pas. C'est exact. Moi, j'ai toujours aimé les Giants parce que j'aimais bien Moi, je trouve que pour moi, les Giants, c'est comme une espèce de gros marché non assumé. Ils font jamais. Ils ont essayé de signer Aaron Judge. Chaque année, ils font des vrais moves. Ils font des gros moves, mais on dirait qu'ils font semblant de faire des gros moves pour montrer. Ils ont beaucoup d'intérêt. Ils ont beaucoup d'intérêt. Ils ont beaucoup d'intérêt. Exact. Là, ils retournent voir leurs fans, puis ils font. On a essayé, mais ils voulaient pas. Regarde, Ohtani, l'année prochaine, c'est Ohtani. C'est ça le Big Splash. C'est ça. Hein? À San Francisco? Non. Ça me surprendrait pas. Ça arrivera pas. Non, t'as dit non. On met ça une petite gageure. Il n'y a pas d'interaction. On en a parlé encore une fois. 5$. T'en as une équipe à choisir. C'est qui tu choisis? Pour faire? Ohtani. Tu vas signer Ohtani? Attends, moi, c'est ce que je suis en train de penser. On a déjà vu ça dans la NBA, des gars qui se disent « Hey, on est agent libre, en même temps, on va signer avec telle équipe, on va chercher un championnat. » Trout et Ohtani s'adorent. Un des moments les plus magiques du baseball, c'est la dernière, évidemment, l'édition du World Baseball Championship. Ouais. En finale, Ohtani contre Trout et Ohtani qui... Ces gars-là s'aiment, s'adorent, ils veulent gagner. Moi, je ne serais pas surpris. Tu veux une prédiction? Allons-y. Non, mais prédiction, les 2 décident qu'ils vont jouer à la même place. Oui, mais il faut que tu échanges. Il faut qu'il y ait un échange qui se fasse avant, parce que Trout, c'est un échange avant. Fait que Trout l'échange, après ça, Ohtani signe après. Il suit. Philadelphie. Ça serait fort, ça. Philadelphie. Ça ne me surprendrait pas qu'il y ait les 2. Dombrowski, man, sérieux, avec Harper, Trout, Ohtani. Non, mais ça va faire mal pendant 20 ans. Après ça, si ça ne marche pas, là, oublie ça, là, ils sont finis pendant 20 ans. C'est clair. Non, mais de toute façon, les gros prospects, à part une couple de lanceurs, sont déjà montés les majeurs. Les bombs, stats de ce monde, ils vont sacrer au premier but. Il y a Hoskins aussi qui était blessé, qu'on oublie qu'il pourrait. Puis, tu sais, Trout dit qu'il veut pas la Philadelphie, mais je sais pas pourquoi il joue cette game-là. Il vient du New Jersey, c'est un fan des Eagles. Il veut rester avec les Angels. En tant que joueur, tu dis pas que tu veux t'en aller. Tu veux rester là, rester là. C'est sûr qu'il va dire ça, c'est normal qu'il dise ça. Mais je pense qu'avec la blessure d'Ohtani, ça va aider énormément d'avoir beaucoup de marché, je pense. Est-ce qu'il peut signer un contrat d'1 an ou 2 ans, tout dépendant de s'il lance pas, puis de Tommy John. Ça, je pense que ça va changer. Je pense que ça va. C'est de valeur à dire que ça va peut-être aider le baseball qu'Ohtani soit blessé parce qu'il va avoir plus d'options, je pense. Mais moi, je pose une question parce que ma théorie est un peu folle que ces 2-là vont se tenir pour dire « Hey, t'as-tu été au courant, toi? » Parce qu'on se souvient, c'est ce qui est arrivé avec le Heat de Miami quand, évidemment, ils sont tous débarqués là, LeBron James et compagnie. Nous autres, au baseball, t'as déjà entendu dire des boys dire « OK, man, moi, je suis agent libre l'année prochaine, on se retrouve à la même place. » Parce qu'on n'a jamais vraiment vu ça, mais non, ça n'a jamais été quelque chose qui a été discuté. Ça n'a jamais été fait que ça devrait se faire plus souvent parce que je pense que les joueurs ont besoin d'être plus ensemble. Puis, tu sais, veut pas, là, tu sais, c'est ça qu'ils ont besoin de faire. Il faut rester ensemble un petit peu comme qu'on fait à D-Wade. C'est sûr que c'est de valeur parce que, tu sais, des échanges, des choses comme ça, tu veux pas contrôler le marché non plus, sinon ça va être trop un peu set-up un peu, là, mais... C'est le fun de voir Ohtani et Trout encore ensemble pendant 4, 5, 6 ans. Parce avec que, Harper, man, je te le dis. C'est le meilleur duo de baseball qu'on a jamais vu, à part dans le temps qu'on fait des Babe Ruth et compagnie. Mais c'est fun que Trout reste sur le terrain un peu plus longtemps aussi. Là, mais moi, je te confirme, Eric, je veux que tu le saches. Peu importe où tu vas signer, moi, je te suis. Je te dis ça de même. Good. I'm a free agent after a year. Moi, j'ai ton bobblehead. Je veux le nouveau aussi. Un nouveau. Hey, Mario, tellement content que... Hey, merci de m'avoir invité. Oui, exactement. Je te dis, là, une fois qu'on fait le podcast, il faut qu'on parle à la prise. Je te dis, man, il faut qu'on check ça. La Ligue Senior Elite,
s'impliquer, avoir des équipes, je trouve ça Taking over, tout le junior, au complet. Junior, senior, man, écoute, les humoristes vont ramener le baseball à la mode avant les hommes d'affaires. On va faire une vraie joke, ça va être une vraie joke. Avec des B45, là, ça va être extraordinaire. Exactement. On ne voit que ça. Et merci, évidemment, à ceux qui nous écoutent, ceux qui veulent nous suivre sur les réseaux sociaux. On peut voir ici, évidemment, à l'écran, exactement les adresses pour retrouver nos belles faces. Celle d'Éric, la mienne est juste là. Et écoutez, merci tout le monde. Et là-dessus, on vous dit... Game over. Oh, on l'avait pas payé! On l'avait pas payé. Way to go, man! Hey, merci à la Poste Bleue de coproduire l'émission. Merci à tous ceux qui travaillent ici. Les noms que vous voyez, c'est évidemment tous ceux qui rendent ça possible. Pas facile de travailler avec 2 cabochons. Et un chien qui demande d'aller pisser présentement d'une façon très claire. Fait que, hey, ciao tout le monde, à bientôt. Ciao, merci. Salut. Bye-bye. On ferme les livres, c'est terminé. Qui monte sa petite série gagnée avec ta balle Bichette. T'as déjà striké dans tes bichettes. Et avec tes lunettes qui font peur, la victoire est signée. Game over.